Catherine Testa, cofondatrice du média L'Optimiste. Catherine, tu es influenceuse et conférencière internationale sur les sujets de la qualité de vie au travail et du management positif. En 2020, tu as relocalisé ton activité dans la Manche et tu vas ce soir nous exposer ton parcours. Charles Yvon, tu aurais pu brandir ton petit parapluie. Charles Yvon, président, directeur général de la manufacture Les Parapluies de Cherbourg, fleuron du savoir-faire français. Quoique, si je puis me permettre, pas forcément le meilleur emblème pour combattre l'idée qu'il pleut en Normandie, Charles. Merci. Charles, tu nous donneras ce soir ta vision de chef d'entreprise sur les évolutions des modes de travail et la manière dont les entreprises y répondent. Stéphanie Maubé, bergère et mère de l'Essai. Stéphanie, s'il y a bien quelqu'un qui illustre à merveille le changement de vie, c'est bien toi. Ancienne chargée de communication à Paris, tu es tombée en amour pour la Manche et ses paysages. Tu es devenue éleveuse d'agneaux de Pré-Salé et maire de la commune de l'Essai en 2020. On dirait un téléfilm de Noël tellement ça finit bien. Stéphanie, tu nous exposeras ce soir ton parcours et la passion qui a guidé ta démarche. Enfin, the last but not the least, Paul-Vincent Marchand, directeur de l'agence d'attractivité Latitude Manche. Paul-Vincent, tu présenteras l'action de l'agence ce soir en matière d'attractivité résidentielle et également les enjeux pour la Manche et les services attendus par les candidats au changement de vie. Quant à moi, je me présente, je ne sais pas s'il y a la photo hyper flatteuse, voilà, c'est là que vous êtes déçus. Quant à moi, je me présente, à nouveau ici, j'ai le grand plaisir d'animer depuis bientôt 1 an les matinées de France 3 Normandie. Je présente une émission qui s'appelle Vous êtes formidable, une émission qui, comme son nom l'indique, parle de la guerre et de la fin dans le monde, hein, vous vous en doutez. Et j'ai été très très honorée qu'on me propose ce soir d'animer cette conférence, d'autant plus que je suis une très bonne cliente. J'aurais pu être une bonne illustration, une intervenante. Je suis née à Cherbourg où j'ai grandi. J'aime à dire que je suis franco-normande, née de père normand et de mère normande. Mon papa est de Cherbourg, ma mère est de Caen. Ils se sont rencontrés à Bayeux. La boucle était bouclée. Et après mon bac, j'ai quitté ma province. Et durant plus de 15 ans, j'ai vécu à Paris, en Angleterre, ou bien encore au Chili. Et puis le jour de mes 31 ans, j'ai décidé, comme beaucoup, de revenir téter ma goutte, hein, expression bien élégante de Chenou. J'ai décidé de tout quitter pour revenir chez moi, vivre à Cherbourg, et c'était la meilleure décision de ma vie. D'ailleurs, nous sommes de plus en plus nombreux, je crois, à emprunter le même chemin que moi. On aura l'occasion d'en débattre tout à l'heure avec notamment Paul Vincent. Enfin, avant de commencer, pour répondre à la question que tout le monde se pose, non, ce bronzage, lui, n'est pas normand. Voilà. Chers amis, commençons donc notre belle soirée. Chers intervenants, je vous propose de prendre la parole les uns après les autres. Chacun pourra bien sûr intervenir au propos de l'autre à tout moment. Si d'ailleurs vous avez des questions au cours de la soirée, n'hésitez pas à lever la main. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous donnera la parole. Pour ma part, je mènerai le débat. Je serai aussi le maître du temps. Hein. Ce n'est pas un débat politique, mais il n'y a pas de temps imparti. Mais je vous connais, vous êtes tous bavards, surtout Laurent. Ça va être formidable. Mais si cette soirée pouvait durer moins longtemps qu'un quart de finale Djoko-Nadal, ce serait bien aussi. Voilà. La Manche est-elle le nouvel Eldorado du changement de vie? À cette question, elle vous répondra sans hésitation oui. Stéphanie Maubé, bonsoir. On va commencer avec toi, Stéphanie. Bonsoir à tous. Une ancienne intermittente, devenue bergère, puis mère. Votre bergerie est à l'Essai. Vous vivez d'ailleurs à l'Essai. Votre cheptel aujourd'hui se compose de 120 brebis heureuses au sein des Pré-Salés à Saint-Germain-sur-Aie, à mi-chemin entre Coutances et Barneville-Carteret. Stéphanie, tu as 42 ans. Tu es née à Paris. Tu es issue d'une famille bourgeoise de l'Ouest parisien. Tu vas faire des études audiovisuelles afin de travailler sur des tournages, de l'institutionnel, du format court. Il y a une phrase que tu prononces que j'aime beaucoup. Tu travaillais entre ce que tu appelles le monétaire moche et les projets trop cool, mais trop à payer. C'était quoi ta vie à l'époque? Alors, c'est le propre de tous les métiers artistiques. Hein. Quand c'est chouette et que la finalité, elle est vraiment artistique, c'est pas payé. Et donc, il faut bosser gratoche. Et pour gagner sa croûte, il faut faire des projets pas artistiques, dont on n'est pas fier de les aligner sur un CV. Oui, mais c'est l'équilibre des deux qui permet de s'en sortir éthiquement et financièrement. Oui, puis tu gagnes en visibilité. Non, vous allez gagner vachement de visibilité. Hein. Tu as été bien visible. 6 ans d'intermittent du spectacle, du graphisme entre deux. À l'époque, vous êtes en couple et vous n'aimez pas du tout la campagne. Comme quoi, vous avez 26 ans et vous allez gagner un séjour dans un gîte dans la Manche. À l'époque, vous pensez quand même que la Manche est en Bretagne, parce qu'on vient de loin, comme chanterait l'autre. Et votre compagnon va vous obliger à accepter le prix. Vous arrivez devant ce gîte en bordure des Pré-Salés. Et que se passe-t-il? La découverte d'un paysage inédit entre platitude totale et un camailleux de verre d'une grande douceur, des moutons qui semblent en liberté, qui pâturent dans de la végétation entre des bulots et des tas d'algues, et vraiment un dépaysement et une incompréhension du paysage avec donc de la végétation, mais aussi des dunes, de la lande non loin, une espèce de succession de paysages fous qu'on ne s'attend pas à trouver ni si proches les uns des autres, ni si harmonieusement imbriqués.
Et tout ça dans un espace dont je pensais que c'était la Bretagne. Voilà. Et vous allez faire une rencontre déterminante. Vous allez rencontrer un éleveur de moutons. Racontez-nous, comment ça se passe tout ça? Ces moutons semblent en liberté, avec vraiment un mode d'élevage traditionnel à l'ancienne, c'est-à-dire des animaux qui vivent sans clôture, qui vivent à leur rythme. Donc ça permet de comprendre immédiatement qu'on est dans une grande qualité de production. Et rien que cette découverte-là, elle est étonnante et elle est dépaysante, puisque la faible approche de l'élevage que j'avais était basée sur le fait qu'on enfermait des animaux dans des bâtiments et qu'on les nourrissait avec un tracteur. Et là, de voir des animaux en liberté de toute taille, ce qui permet aussi de comprendre qu'en fait, leur rythme de croissance est respecté. Enfin, de tout ça émane une impression de beauté, de réconciliation avec une agriculture traditionnelle qui est en phase avec son paysage, qui est en phase avec des pratiques gastronomiques. La rencontre de l'éleveur qui menait ce troupeau a été intéressante parce qu'il nous a dit... mon conjoint et à moi, on était stupéfiés en bordure des présalés, en petites bottes Sonia Rykiel. C'est mes dernières bottes qui coûtaient cher. Si jamais il pleut. Hein. Et donc il nous dit, oh là là, mais les petits Parisiens déminéralisés, là, venez donc rentrer le troupeau avec moi, ça va vous vivifier. Parce qu'on était sûrement anémiés, tout maigres, et trop bien coiffés, trop bien habillés pour avoir l'air crédible. Donc on l'a suivi pour rentrer le troupeau, pour découvrir le travail à la bergerie. Et la rencontre avec l'animal mouton a été très forte, et encore plus l'animal mouton dans ce territoire étonnant. Les deux sont indissociables. Vous dites qu'il y a la rencontre avec l'animal, mais également avec le territoire. Vous n'auriez pas eu envie de reprendre un troupeau dans une autre région, un autre département que la Manche, même des présalés? Non, parce que là, on est on n'est pas dans une approche agricole traditionnelle avec une notion de propriété privée, de grandes parcelles carrées, bien clôturées, avec du trèfle, etc. Là, on est dans un paysage sauvage. Un paysage que tout le monde peut s'approprier, un paysage de carte postale, presque un paysage 1000 fois vu à travers les photos du Mont-Saint-Michel, même si on n'a pas le Mont-Saint-Michel puisqu'on est à plusieurs dizaines de kilomètres du mont, mais un espèce de paysage intemporel, tellement préservé que rien ne vient aussi brusquer le regard ou nous donner un indice sur l'époque à laquelle on se trouve. Parce que la loi littorale qu'on critique si souvent, surtout maintenant avec la loi... climat et résilience, et ben cette loi littorale, elle a néanmoins permis qu'on ait des paysages parfaitement préservés qui ne sont pas pollués par des immeubles, par des parkings, par des aires de camping-car. Donc il y a ça aussi qui était complètement envoûtant, c'était d'avoir un paysage sous les yeux qui n'a sans doute pas évolué depuis 50 années, limite depuis 300 ans. C'est un vrai paysage sauvage préservé. Et Stéphanie, dès ton premier retour à Paris, tu te dis c'est foutu. Tu peux plus rester à Paris. Pendant 1 an et demi, tu vas retourner tout le temps en vacances, en week-end là-bas. Dans quel but à ce moment-là? Tu as déjà cette envie de reprendre le troupeau, de peut-être t'installer en tant que bergère? Alors non, parce qu'on ne peut pas se l'avouer, on ne peut pas s'autoriser à y penser quand on n'a ni la légitimité de le faire, ni le patrimoine pour, ni le projet professionnel qui va avec. Mais dès mon retour à Paris, j'ai senti que effectivement, le seul endroit où je me trouvais bien, c'était sur ce littoral très particulier du Cotentin, avec l'énergie paisible et placide d'un troupeau qui pâture. Et c'est au fil de cette année et demie que je réalise soudain qu'il y a des économies agricoles qui peuvent être créées, qui peuvent être générées ou qui peuvent être bâties, en tout cas. Qu'il y a des lycées agricoles qui permettent de se former. Et puis l'agriculteur qu'on a rencontré, qui avait une 60aine d'années, m'explique qu'en fait, il compte partir à la retraite, qu'il n'a pas de repreneur. Et mine de rien, il m'autorise à me projeter de manière professionnelle. Il vous fait miroiter, le fait de reprendre le troupeau, ça va te donner envie, toi, de te former. Tu vas partir en formation. Quelle démarche il me propose carrément de reprendre le troupeau à sa suite. Ce qui permet, en fait, c'est un cap décisif. On se dit, ah mais oui, en fait, ça peut... Il y a un but. C'est pas juste du tourisme quand je viens. Il peut y avoir la construction d'un projet professionnel avec un équilibre économique, avec des revenus, etc. Des gens y arrivent. Je suis pas plus bête qu'une autre. Je peux y arriver en y travaillant. Et donc, je m'inscris à ce moment-là à une formation au lycée agricole de Coutances, une formation qui dure 1 an, puisque devenir agriculteur, alors la formation d'1 an n'y suffit pas. Après, il faut vivre dedans, accumuler de l'expérience, faire des stages, etc. Mais il y a déjà un socle incompressible de connaissances techniques
dont on ne peut pas se passer. C'est important de le dire parce que la vague de néo-ruraux à laquelle on assiste depuis 2 ans, où on pourrait appeler ça la fuite des villes depuis le début du Covid, et tous ces gens qui ont passé le premier confinement dans 20 mètres carrés, on comprend complètement qu'ils aient envie de quitter la ville. Mais pour autant, même si on a tous un grand-père paysan, ce n'est pas parce qu'on a dans nos gènes ancestrales du sang paysan qu'on va être capable ni de le faire, ni de le supporter, ni d'avoir l'approche technico-économique pour créer un équilibre qui permettra de le faire à titre professionnel. Donc, cette envie de tous les citadins de tout plaquer et de vivre en autonomie à la campagne, elle est complètement légitime. Mais elle se prépare. Il y a vraiment une vraie différence entre vivre en autonomie, avoir sa petite ferme vivrière pour nourrir ses gamins et puis s'amuser le week-end, et en faire un métier qui va permettre de se rémunérer, de payer des charges, d'investir dans des terres, dans un troupeau, dans un tracteur, etc. Stéphanie, à l'époque, tu as 14 ans. Petit point bonus, tu découvres que tu es enceinte. Au moins, tu reprends tes études. Je n'ai pas 14 ans, c'était il y a 14 ans. Stéphanie, tu avais 28 ans. À 14 ans, tu es enceinte. Mauvaise réaction des parents. Voilà, un bal des pompiers qui a mal tourné, ça arrive à des gens très bien. Tu vis une année géniale. C'est ça qui est fou. Tu as 28 ans, tu es enceinte. Tu as limite, tu le dis, hein, le bébé dans le dos. Tu n'as pas de voiture, parce qu'à Paris, on passe pas le permis. Il n'est pas encore dans le dos, il va arriver. Il va arriver dans le ventre. Voilà. Mais juste, surtout, toi, tu passes une année géniale. Mais comment réagit ton entourage quand tu leur dis je vais devenir bergère? Assez bien. Tu n'as plus d'entourage à ce jour. Voilà. Alors maintenant, j'en ai plus beaucoup. Mais à l'époque, j'en avais encore. Il réagit bien parce qu'il y avait une méconnaissance de la réalité. En tout cas, dans le milieu dont je suis issue, il y avait une vraie méconnaissance de la réalité agricole. Maintenant, c'est plus facile d'avoir un point de vue nuancé parce que les médias, en fait, que ce soit la télévision ou les journaux, sont remplis de témoignages de gens qui ont réussi leur transition professionnelle ou qui l'ont raté, parce que rater sa transition, c'est super intéressant aussi dans le parcours, mais on a plus de recul maintenant. Il y a 14 ans, on était moins nombreux, il y avait moins de reconversion professionnelle, donc on n'avait pas de recul. Et mes amis citadins me disent mais génial, tu nous enverras des petits paniers de légumes bio. Enfin, tout le monde rêve un peu. Voilà, tout le monde rêve un peu. Mais ça m'a permis d'être très encouragée. C'était pas sur des bases réelles ou tangibles, mais cet encouragement, il est évidemment important. Il est crucial parce qu'il nous faut bien un carburant quand on s'achemine vers un nouveau domaine inconnu pour lequel on n'a pas de référence. La notion d'encouragement, elle prend encore plus de place que maintenant où on peut avoir des références et des chiffres. Et puis il y a également l'accompagnement financier. C'est vrai que c'est compliqué de devenir entrepreneur quand on a été salarié. Alors c'est toujours bien aussi quand on se lance peut-être d'avoir un petit apport d'argent, que ce soit un héritage, voire l'argent du conjoint. Et ton conjoint, justement, tu as une très jolie phrase. Tu dis que ton compagnon fut un grand incubateur de courage. Oui, mais lui va te suivre dans cette aventure parce que quand on décide de changement de vie, souvent on emmène nos enfants, notre conjoint aussi. Parfois ça se passe très bien, il s'adapte parfaitement. Lui, tu le dis, il est arrivé avec tout le stress de sa vie. Alors, la partie financière, j'y reviens, elle est vraiment cruciale parce que que ce soit en agriculture, en artisanat ou dans n'importe quel domaine, quand on se lance à son compte, soit on a une enveloppe qui permet de le préparer avec 2 ou 3 ans de trésorerie d'avance, soit on n'a pas ça, ce qui était mon cas, parce que j'avais pas un gros salaire à Paris. Et effectivement, il faut bien payer son loyer et se nourrir pendant les 2, 3 ou 4 ans pendant lesquels la solidité financière de notre nouvelle entreprise va devoir s'affirmer et fonctionner. Donc l'accompagnement financier de quelqu'un, il est crucial. L'idéal, c'est un héritage, bien sûr. Voir un mécène, voir un amant très riche, ça j'en ai plus, je les ai tous épuisés. Mais un conjoint ou une conjointe qui a un salaire fixe, c'est crucial parce qu'en fait, dans le changement professionnel, on n'est pas seul. On embarque son entourage avec soi, qu'on ait des enfants ou pas, mais en tout cas, le mode de vie de l'ensemble de la cellule familiale va en être chamboulé et transformé. Et c'est important que le porteur de projet qui va changer de vie, il dresse son conjoint, mais qu'il embarque le conjoint. Enfin, c'est un projet de couple. Et justement, il va se sentir un petit peu déconnecté, ce que je disais. Du coup, il est arrivé avec tout le stress de sa vie et ça va pas bien se passer. En fait, il va vouloir retourner à Paris, lui. Voilà. Alors, le stress de sa vie, c'est qu'on avait lui, il avait un emploi à Paris et on a décidé de vivre à distance. Enfin, en fait,
de tester il y a 14 ans ce qu'on fait maintenant, c'est le télétravail une partie de la semaine pour un des 2 membres du couple. Donc on avait gardé un appartement à Paris et on était aussi il y a 14 ans moins bien préparés que maintenant, avec pas d'autres références, pas d'amis qui le font, pas de références dans les médias sur lesquelles s'appuyer. Et tester, quand on est un jeune couple, le fait qu'un des deux travaille à Paris 4 jours par semaine, prend le train, etc., ça s'est pas bien passé parce que on vivait plus la même réalité. Et quand on se reconnectait ensemble en fin de semaine, moi j'avais passé la semaine avec le bébé dans le dos, là on peut le dire, accroché dans le dos pendant que je créais mon exploitation. Et je me disais que lui, il avait vécu une belle vie à Paris en étant dans les cocktails, etc., une vie cool. Et lui avait le point de vue inverse. Il se disait que moi, j'avais passé une semaine peace and love à regarder des moutons brouter, en regardant mon enfant dans les yeux, alors que lui s'était tapé le stress du métro, de la vie parisienne. Résultat, il passait son temps à oublier ses clés dans le train, à paumer son ordinateur. Et nos deux stress, en fait, n'étaient plus compatibles. Alors, avec le temps, je réalise qu'on était peut-être jeunes parce qu'on avait 30 ans. Donc, il y a des choses qui ne fonctionnent pas à 30 ans, qui fonctionnent à 40 ans. Parce que dans ma vie personnelle actuelle, on est aussi en couple un peu dissocié. Mais soit l'amour est moins fusionnel à 40 ans qu'à 30 ans, soit on n'a pas les mêmes attentes, ou on est mieux préparé parce que le contexte national nous y prépare. Mais quand c'est pas bien préparé, ce truc de distance, on a foiré notre couple. Alors, bonne nouvelle, ils se sont vachement réconciliés. Il a même acheté une maison à côté de Stéphanie, son ex. Donc, l'histoire finit quand même un peu bien. On est devenus potes et il a entamé l'année dernière un BPREA, c'est-à-dire la même formation agricole que j'ai faite il y a 14 ans. Il l'a entamé l'année dernière pour devenir agriculteur aussi. Tu vas voir que ça va devenir un concurrent, vois-tu. Donc, non, mais c'est intéressant de souligner à quel point le perso est imbriqué dans le pro. On l'emmène avec nous dans ce projet, tout à fait. Alors, autre mauvaise nouvelle, vous allez vous apercevoir que le petit papy, l'éleveur, c'est un peu une arnaque. Il n'a pas du tout prévu, en fait, de vous refiler son troupeau à la retraite. Là, vous avez plus de mec, un gosse, plus de troupeau. Tu te dis pas, tiens, je vais rentrer. Non, hyper optimiste, grosse copine avec Catherine. Tu te dis, non, je vais me battre d'autant plus. Moi, je serais rentrée, je te le dis. Alors, il y a un peu d'ego là-dedans. Quand on est parti de Paris en se drapant dans sa dignité, en disant non, mais je vaux mieux ailleurs, et qu'on a tout brûlé derrière soi, il est très difficile d'y retourner la queue entre les jambes en disant en fait, j'ai plus de mec, j'ai un bébé, j'ai plus de revenus. Tes parents, je te l'avais dit, t'aurais dû garder tes bottes Sonia Rykiel. J'ai plus de feuilles d'impôt pour chercher un appart à Paris. Il y a un peu d'ego et tant mieux parce que ça force, ça force la détermination. Et j'ai eu la chance pendant mon enfance et ma première partie de vie professionnelle d'avoir de la chance. C'est-à-dire, je fais partie de gens privilégiés, j'ai grandi dans l'Ouest parisien, j'ai fait des études, j'avais pas de drame. Mais j'étais donc pas très armée, j'avais le cuir pas très solide. Donc, il y a plein d'épreuves. Je me suis dit, mais super, je vais me faire ma légitimité aussi. C'est bien d'en chier, c'est bien de me forger ma petite légende, d'être triste, de pleurer, d'être toute seule, d'avoir du harcèlement, parce que c'est aussi par ça que je vais pouvoir gagner ma légitimité et regarder les yeux dans les yeux des agriculteurs qui, eux, sont nés ici, qui ont eu des enfances difficiles, qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue, aussi pour être dans une équité de difficultés et dire non, mais moi je suis arrivée ici avec rien, j'avais rien dans mon baluchon, je ne le dois qu'à moi, j'avais pas d'argent, j'avais pas de parachute doré, et en fait j'aime le mot équité, c'est ça. J'ai ma légitimité et c'était important de la gagner parce que sinon on a toujours ce sentiment d'imposture en disant ouh là là, en fait, je ne suis pas née ici, j'ai pas eu la même vie triste que les pauvres qui ont grandi ici. Ils sont grandis dans un village, ils n'avaient pas de mobilité, ils n'avaient pas toutes les facilités, tous les loisirs, toutes les études que moi j'ai pu avoir. Donc, se prendre des murs, en fait, c'est bien. Justement, tu évoquais la légitimité. Comment ça va se passer, ton accueil, toi, la petite Parisienne qui arrive pour élever des moutons, pour reprendre un élevage, et Dieu sait que les Normands sont un peu chauvins et pas toujours d'un accueil incroyable tout le temps. Vous qui appartenez au groupe des néo-ruraux, on appelle ça comme ça. Comment se passe l'accueil ? Est-ce que tu es bien accueillie par les gens du coin, par les agriculteurs? Comment ça se passe, l'accueil de la petite Parisienne qui se lance ? Pas très bien. Il y a 14 ans. Voilà, pas c'est très important bien, de le mais préciser. pas très mal. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune hostilité en général. Il y a des attentes qu'on fasse nos preuves. Il y a vraiment de la méfiance, et c'est de la méfiance liée au bon sens paysan.
tant mieux, parce qu'on n'est pas dans le sud de la France. Ici, on n'accueille pas les gens à bras ouverts pour leur planter un couteau dans le dos derrière. Il y a de la méfiance, mais je la trouve saine. Je trouve que c'est du bon sens d'avoir de la méfiance. Et à l'époque, il y a 14 ans, on avait encore toute une frange de la population agricole qui n'avait pas commencé à préparer sa retraite, parce qu'ils étaient plus proches de 55 ans que de 65 ans. Donc, ils étaient un peu interloqués en disant « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça va pas nous apprendre la vie voilà. Elle va faire ses preuves, la petite. Oh, mais d'ailleurs, elle va sûrement repartir dans les 2-3 ans quand elle va se rendre compte que c'est compliqué. » Donc, ils s'attendaient à ce que je reparte. Et puis non. En se disant aussi, elle va pas nous prendre la terre de nos enfants, celle-là, non mais oh. Et puis, en l'espace de 14 ans, ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là sont arrivés à l'âge de la retraite et ont informé leurs enfants en disant « Bon, je prends ma retraite à telle date, mon fils, tu peux revenir sur la ferme. » Sauf que le fils veut pas. Sauf que les enfants, en fait, ne veulent pas en disant « Bah non, j'habite en ville, je bosse aux 35 heures et pas aux 80 heures. J'ai un 13e mois, j'ai un salaire fixe. Ma femme me pardonnera jamais de bosser le week-end et de plus avoir de vacances. Non, papa, je veux pas reprendre. » Et en l'espace de quelques années, j'ai véritablement vu la relation, le regard que portaient ces agriculteurs âgés sur les néo-ruraux changer, parce que ce qu'ils se sont pris en pleine face a été très violent pour eux. Le sens entier de leur travail en a été modifié, puisque les agriculteurs avaient passé leur carrière à travailler dans une optique de consolidation de leur ferme dans le but de la transmettre. Ils en avaient hérité de leurs parents qui eux-mêmes s'étaient sacrifiés pendant une vie pour la transmettre, qui eux-mêmes la tenaient de leurs grands-parents, qui avaient racheté petit bout par petit bout, vache par vache, etc. Et soudain, après eux, en 2020 ou en 2015, les enfants disent « Bah non, ça s'arrête ici ». Donc c'est très violent, en fait, pour l'inconscient agricole, pour tout le socle du fonctionnement agricole depuis des centaines d'années. Au final, le rapport aux néo-ruraux a changé. Ils sont presque bien accueillis, bienvenus maintenant. On se dit qu'eux vont reprendre ce que ces gens ont mis en place pendant parfois 50, 60 ans presque. Voilà, tout à fait. Les agriculteurs se sont dit, bon, bah, les néo-ruraux, si on avait choisi, c'est pas eux qu'on aurait choisi comme héritiers. Hein. Ils sont arrogants, ils y connaissent rien, gna gna gna. Ils ont des idées à la con. Mais ils sont là. Ils amènent des nouvelles compétences qui sont complémentaires et intéressantes dans le monde de l'agriculture. Pour certains, ils amènent de l'argent ou la capacité d'emprunter. Et ils amènent de l'enthousiasme, la passion, l'envie, et ils nous écoutent. Ouais. Et c'est important dans la culture agricole. La transmission orale, elle est cruciale. Et les néo-ruraux, s'ils sont pas trop cons, ils écoutent. Ils sont en demande de conseils et de comprendre comment fonctionne le terroir, comment fonctionne telle parcelle d'une année sur l'autre, en année sèche, etc. Et comment on fait un mix entre une parcelle marécageuse, une parcelle qui sèche, etc. Donc oui, les néo-ruraux, on a notre place, on a complètement notre place dans cette mixité entre nés natifs, les nés natifs du monde agricole de la Manche, et ceux qui arrivent avec une énergie un peu différente, si on n'est pas trop con et pas trop arrogant. Hein. Ouais, l'humilité, c'est très important. Oui. Autre point très important dans l'arrivée de ces néo-ruraux et également, c'est le fait, vous le dites, enfin tu le dis Stéphanie, c'est l'agriculture. L'agriculteur ne doit plus être solitaire, il ne doit plus être seul. L'agriculture elle-même a été inventée presque pour travailler en famille. Quand on était avant, les enfants, eh bien, pendant leurs vacances scolaires, aider leurs parents, leurs grands-parents. Ça doit revenir. Toi-même, tu t'es entouré d'amis au bout de plusieurs années, tu as créé un petit groupe autour de toi. Alors, la solitude est sûrement ce qui tue l'agriculture. Oui. C'est encore plus explicite dans l'élevage. Et qui tue l'agriculteur, surtout. Aussi. Qui tue l'agriculteur voilà, aussi, qui malheureusement. Tue les agriculteurs, et c'est une des raisons pour lesquelles il y en a de moins en moins. Ils ne souhaitent plus, c'est très dur d'embaucher, et des troupeaux à taille de troupeau ou à surface légumière équivalente, il y a 50 ans, on était 6 dessus, donc il y avait... de l'entraide, un objectif commun, une répartition du travail. Et de nos jours, on est un tout seul. Donc la solitude, le sentiment de solitude, il est terrible. Hein. Il peut mener à vraiment beaucoup de découragement. Et une des énergies de survie de l'agriculture et donc de l'autonomie alimentaire de demain passe probablement par trouver des modèles de fermes collectives
bien ficelé d'un point de vue juridique, bien ficelé d'un point de vue cohésion d'équipe, avec une véritable attention sur le travail humain, comme on fait dans les grandes entreprises avec du team building. Il faut créer ça aussi à l'échelle agricole. On ne peut pas imaginer que les projets collectifs agricoles, actuellement il y en a plein qui émergent, mais qui ne sont pas bien préparés parce qu'ils sont soit hyper utopistes ou babacool, où ils négligent cet aspect de construction de l'équipe, des ressorts humains et de construction juridique qui fait que s'il y en a deux qui s'embrouillent, que ça ne foute pas par terre le projet. Donc la dimension collective, j'y crois de plus en plus. Ça permet de répartir également les tâches et de consacrer un peu plus de temps aussi à sa vie personnelle. Quand il y en a un qui fait la traite, ça échange, tout ça. Voilà, et aussi de passer des phases de vie dans une activité agricole, mais de pouvoir le faire pendant 10 ou 15 ans et de ne pas signer pour 40 ans ou rien. Et les gens, par exemple, qui étaient dans ma promotion agricole, Lise, je te regarde en disant ça parce que tu as peut-être la même expérience. On a fait la même formation à un an près. Dans nos collègues, il y en a beaucoup qui ont créé des exploitations, qui ont repris des exploitations pendant 10 ou 15 ans et qui, au bout de 10 ou 15 ans, disent voilà, j'ai fait le tour, je ne vais pas apporter plus et puis j'ai le dos cassé. Donc, je fais évoluer ma carrière, mais je laisse ma place à quelqu'un d'autre parce que l'exploitation, elle est saine, elle est clé en main, elle a besoin de nouvelle énergie. Donc, on peut aussi avoir des transitions dans sa vie, enfin, changer de vie plusieurs fois en une vie, ce qui n'était pas possible il y a 50 ans. Eh ben, c'est possible désormais, avec toujours la conscience de se former, d'être lucide et clairvoyant sur ce qu'on attend, ce qu'on est prêt à sacrifier, etc. Stéphanie Maubé, 14 ans après, tu as un cheptel bien établi, tu es devenue mère même de l'essai en 2020. 14 ans après, tu dis la ruralité est devenue mon espace d'épanouissement. En quelques mots, le bilan de cette expérience ? Quelques mots. Ouais, la ruralité est un espace d'épanouissement. Pas que le mien, mais tout est possible en fait. En tout cas, celle d'ici est multiple, elle est plurielle. L'énergie qui vient de la ruralité, elle est énorme. C'est un gros stock d'énergie mal canalisée, mais merveilleuse, avec du bon sens, ce qu'on a perdu dans les villes. Ce bon sens donc, qui allie entraide, bienveillance pour l'autre, respect des saisons, respect de la diversité des profils, des intellects et des bagages culturels et intellectuels. Oui, la ruralité est un espace d'épanouissement. Je vous propose désormais, chers amis, merci beaucoup Stéphanie Maubé, quelques petits applaudissements pour Stéphanie. Je propose désormais, justement, tu les as cités, ils sont dans la salle ce soir. Je vous propose de découvrir une vidéo, un portrait vidéo d'un autre couple de néo-ruraux. Ils s'appellent Lise et Anthony. Il était géologue. Elle travaille dans le tourisme. Ils ont tout quitté pour devenir agriculteurs. Ils se sont installés à Udimini, près de Granville, où ils fabriquent leur propre fromage grâce à leurs vaches laitières. Portrait. J'ai fait pas mal de petits boulots avant de bosser effectivement comme géologue sur les plateformes pétrolières, essentiellement en mer du Nord et en Russie. Moi, j'attendais au port. J'attendais au port, mais on pouvait vivre n'importe où en Europe. On a toujours beaucoup aimé voyager. Une période où on a vécu en Espagne. J'ai bossé dans le tourisme, pas mal de petits boulots pendant longtemps. J'ai donné des cours à domicile aussi. Je pense que l'idée d'avoir une ferme, ça avait toujours été là, mais comme un rêve très très lointain en fait. C'était très très abstrait. Un jour, je suis rentré de plateforme. Lise m'a dit, je me suis inscrit en BPREA à Coutances, formation pour adultes, au lycée agricole. Responsable d'exploitation agricole. J'ai dit, écoute, moi je vais m'inscrire aussi. Donc je me suis inscrit et ensuite j'ai appelé mon employeur pour lui dire que j'arrêtais. Je viens pas du tout du milieu agricole, il n'y a aucun agriculteur dans ma famille depuis 38 générations à peu près. Et c'était un moyen pour moi de mettre un pied dans le monde agricole. En fait. Le projet au total, entre les vaches, la construction de la fromagerie, du labo, les investissements dans la CUMA, tout ça, je l'estime à peu près à une 50aine de mille d'euros. On a pu autofinancer sans passer par les banques, qui étaient de toute façon très réticentes sur ce type de projet. Je me sens très très libre. Oui, moi aussi, oui. Ouais. Les seules contraintes, c'est celles qu'on s'impose nous-mêmes, en fait. Hein, parce qu'on a le choix, là. Ouais. Et Non, moi j'ai même l'impression que je comprends mieux comment le monde tourne depuis qu'on est sur la ferme, en fait. Je pense qu'avant, il me manquait beaucoup de choses, beaucoup d'éléments pour
comprendre un peu la vie. Et là, depuis qu'on est à la ferme, je me sens vraiment les 2 pieds ancrés chez moi. Je pense qu'on a remplacé un voyage géographique par un voyage complètement autre. Moi, je sais que c'est pendant cette période-là, ou juste avant, que je suis devenue pompier, parce que je savais qu'on allait rester sur place et qu'on n'allait plus voyager. Et pour moi, clairement, devenir pompier volontaire, c'était une autre sorte de voyage. C'était voyager au sein de ma population, là où j'ai grandi, là où voilà. Et voilà. Et je pense qu'on remplace vraiment un voyage par un autre, quoi. Je continue à regarder tous les cailloux que je croise avec beaucoup d'intérêt. C'est quelque chose qui me passionne toujours. Mais la vie telle qu'on la vit aujourd'hui me satisfait largement. Occuper les animaux, faire le fromage et le vendre, c'est 3 métiers qui me plaisent. C'est marrant parce que je disais tout à l'heure que j'ai appelé mes parents avant qu'ils voient le journal. Et la réaction de mon père, ça m'a surpris beaucoup. Il m'a dit je savais que ça allait arriver un jour. Ouais. Et alors, on n'en a jamais parlé avec lui. Et lui, il m'a dit non, j'étais sûr qu'un jour tu ferais ça, tu t'installerais sur une ferme. D'accord. T'aurais pu me le dire, je ne savais pas. Anthony et Lise Pignol. Anthony, Lise, j'imagine que vous avez des réactions par rapport à ce que Stéphanie Maubé vient de dire, peut-être des similitudes même dans votre parcours. Lise, tu veux prendre la parole ? Ah non, j'ai dit qu'il y avait la grande technologie. Il y a peut-être, c'est comme à l'ONU, il y a un bouton. Waouh. Oui, non, je voulais réagir sur ce que disait Stéphanie sur le bouillonnement du monde rural, parce que je trouve que c'est très très vrai. En fait, on a un monde rural qui est vraiment en grand changement aujourd'hui. C'est plus du tout le monde rural d'il y a encore 20 ans. Avec beaucoup de néo-ruraux, beaucoup de nouvelles activités en fait qui reviennent dans nos campagnes, qui existaient certainement il y a 70 ans et qui avaient disparu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en fait. Et voilà, alors c'est un renouvellement peut-être que nos grands-parents ou arrière-grands-parents avaient déjà connu, bizarrement, avec des fermes beaucoup plus petites, de l'entraide qui est peut-être un petit peu plus marquée, et des nouvelles activités en fait qui reviennent dans les campagnes. Autour de chez nous, il y a pas mal de théâtre qui vient dans les fermes. Nous, là, dans 2 semaines à la ferme, il y a une exposition d'art contemporain qui vient. On va faire un débat un peu sur le thème de la ferme et l'art contemporain. Voilà. Des nouvelles activités qui viennent habiter nos campagnes. Donc, l'agriculture se modifie dans le bon sens, manifestement. Ouais. Anthony, tu souhaites rajouter un petit mot également ? Tu peux faire la même chose avec le petit bouton, tu as le micro devant. Impeccable. Oui, sur les... Je suis complètement d'accord aussi avec ce qu'a dit Stéphanie. Sur les collectifs aussi. Sur la préparation des collectifs, parce qu'on en voit, comme on est effectivement sur une ferme qui a un fonctionnement qu'on peut appeler collectif, parce qu'on est plusieurs. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir parce qu'ils souhaitent s'installer en collectif. Et on voit beaucoup de projets se planter parce qu'ils ne sont pas préparés ou parce qu'ils sont persuadés que puisqu'ils sont copains, ça va bien se passer. Ouais. Merci beaucoup, Anthony et Lise Pignol. On les applaudit à nouveau et merci encore à Stéphanie pour ce magnifique parcours. Tu pourras évidemment intervenir à tout instant, ma chère Stéphanie Maubé. Place à une autre femme. Et quelle femme ? Catherine Testa. Catherine, tu as 37 ans, tu es auteure, entrepreneur engagée. Tu interviens sur les sujets de qualité de vie au travail. Tu es fondatrice du média L'Optimisme que tu as fondé en 2017, que tu définis comme étant le premier réseau de relations de qualité de travail au sein des entreprises. Tu as délocalisé ta structure à Abbeville en Normandie après avoir sillonné le monde entier professionnellement. Attention, pas là encore, un parcours absolument incroyable. Ma chère Catherine, tu as été précurseur dans de nombreux domaines. Il y a la qualité de vie au travail, mais il y a aussi le développement durable. Tu n'es pas du tout écologiste, toi, de nature, même si tu es issu d'une famille d'agriculteurs, pour le coup. Alors, à quel moment tu t'es dit le développement durable et quel fut ton parcours, tes études ? Alors, je vais revenir sur ce que disait Stéphanie. Moi, je suis issue d'une famille d'agriculteurs et je suis incapable de faire quoi que ce soit. Voilà, je l'ai bien compris, ça. À la base, pour moi, le développement durable, c'était quelque chose de logique. C'est-à-dire que je venais du monde de la ruralité aussi, parce que je vivais vraiment, quand j'étais enfant, entre Paris et Abbeville. Donc, autant vous dire, c'était un peu le grand écart entre les deux. Et je me disais qu'il fallait qu'on réfléchisse aux entreprises, en fait, à la fois dans leur territoire,
mais aussi en lien avec l'environnement et en lien aussi avec les gens, en fait. Et ça me paraissait être du pur bon sens à l'époque. Et il faut se rappeler, ça, pareil, c'était il y a à peu près 14 ans aussi. À l'époque, le développement durable, c'était pas du tout à la mode, en fait. Quand je me suis lancée là-dedans, tout le monde m'a dit, mais ma pauvre Catherine, tu vas empêcher les entreprises d'avancer. Globalement, j'étais entourée d'ingénieurs et on m'a dit ça. Et en plus, j'étais pas du tout écolo, en fait. Donc, j'étais pas du tout militante, mais pour moi, c'était de la rationalité que de m'engager dans ce sujet-là. Et déjà, j'étais décalée parce que il fallait des bases à la base scientifiques. Donc, je me suis formée en physique-chimie au tout démarrage. On faisait pas Sciences Po et derrière, on n'avait pas le master en RSE, quoi. Donc, déjà, j'étais un peu décalée, en fait. Tu vas commencer ta carrière à l'ADEME, en région PACA, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et va commencer une vie un peu de folie. Tu vas partir un petit peu dans tous les pays. Quelle est ta vie à l'époque? Qu'est-ce que tu fais? En quoi consiste ta mission, tes missions? Et bien, à la base, c'était de créer un réseau des directeurs du développement durable. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune synergie. Tout à l'heure, on parlait du collectif, justement. Et à l'époque, les directeurs du développement durable dans les grands groupes, globalement, ils étaient un peu tout seuls. C'est-à-dire que, voilà, soit c'était un mec qu'on avait placardisé, je vous la fais courte, soit c'était un petit stagiaire qu'on avait mis sur cette thématique, soit c'était un vrai visionnaire. Et donc, mon enjeu, c'était de me dire, tiens, il faudrait fédérer toutes ces personnes-là pour qu'elles racontent ce qu'il se passe dans leurs entreprises. Et j'avais un boss qui était peut-être un peu fou, en fait, mais dans le bon sens, parce qu'on a créé ça en France. Donc, et rapidement, comme j'étais la première arrivée pour créer ce réseau, il m'a envoyé en Allemagne, puis aux États-Unis, à New York, à San Francisco, à Pékin. Et donc, c'était quelque chose intellectuellement hyper stimulant, parce que quand on travaille sur un domaine comme ça, où on est passionné, en fait, moi j'étais une vraie passionnée du sujet, on découvre, on comprend aussi les limites. Et en parallèle, je suis entourée de copains qui sont formés dans le sujet, qui eux bossent sur toutes les thématiques GIEC et autres. Et du coup, je suis en pleine anxiété, en fait. Mais des copains déprimants, quoi, qui te disent que le monde s'arrête en 2030. Sympa l'ambiance à l'apéro, quoi. Exactement. Alors, ils ont commencé à me dire ça il y a à peu près 5 ans. Donc, moi, tous mes copains sont collapsologues, plus ou moins, persuadés que tout va s'effondrer, que le système va s'effondrer. Donc, autant vous dire que mes soirées, c'est sympa. Je viens pas, tu m'invites pas. Mais en même temps, je les comprends parce qu'ils ne voient que les limites, en fait. Et c'est logique, c'est leur métier d'alerter, c'est leur métier d'avertir. Et donc, mais moi, ça me correspondait pas. Ça me générait une sorte d'éco-anxiété, alors que j'avais découvert qu'il y avait aussi d'autres façons de prendre un sujet, en fait, et de le porter et de le rendre enthousiasmant, en fait. Et j'étais persuadée que si on ne parlait que de ce risque, en fait, on allait droit dans le mur et tout le monde allait démissionner en se disant, mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis trop petit pour agir. Et l'optimisme, tu vas le découvrir aussi lors de tes voyages, notamment aux États-Unis. Tu le dis toi-même, ils t'applaudissent quand tu fais un PowerPoint. It's great, it's amazing. Alors qu'en France, on est plutôt fataliste, on fait un peu la tronche. Et là, ça va commencer également à éveiller en toi cette notion d'optimisme, de bonheur, de on y va, quoi. Ouais. Alors exactement. Alors je vais pas vanter la culture américaine parce que c'est un peu trop. Il y a des limites sur certains trucs, parce que non, mais quand ils ont quand même élu Trump. Vraiment au démarrage, je pensais que mes collègues se moquaient de moi. Je faisais un Excel et c'était That's amazing. C'était incroyable ce que j'avais fait, mais je croyais vraiment qu'ils se foutaient de ma gueule. Non. Et en fait, non, j'ai pas compris. J'ai rapidement compris que c'était cet enthousiasme qu'on pouvait avoir qu'en France, souvent, dès qu'on parlait de quelque chose de nouveau, d'innovant, et dans le développement durable, c'est hyper intéressant parce que ça vient chercher toutes les sphères économiques, politiques, démographiques, sociales, sociétales, environnementales, bref. Dès que vous parlez d'un sujet, on vous dit non, mais attends, de toute façon, regarde. Et si ça arrive. Et dans le développement durable, c'était beaucoup ça qui se passait à l'époque. C'est-à-dire que dès qu'un acteur commençait à s'engager, immédiatement, on avait les limites à côté. Alors qu'aux États-Unis, tu déplaçais ton curseur, ta souris de 3 cm, on disait c'est merveilleux, tu vas sauver le monde. Et donc je me disais qu'entre les deux, il y avait peut-être un pas, et par contre qu'il fallait probablement redonner goût à l'optimisme en France, et parce que c'était le prérequis à l'action. C'est-à-dire que voilà, quand on change de vie, il faut de l'optimisme. Quand on se marie, du courage aussi. Voilà, du courage, de l'optimisme. Et quand on connaît le nombre de divorces, ça te demande de faire le pari de l'optimisme. Quand on est Nadal qui rentre sur son terrain de tennis, tu l'évoquais tout à l'heure, il a une chance sur 2 de gagner, mais il a une chance sur 2 de perdre. Mais il faut de l'optimisme. Il gagne surtout. Voilà, lui il gagne. J'ai toujours bien aimé Nadal. Mais bon, tout ça pour dire que en fait, l'optimisme c'était le prérequis à l'action. Et en France, dès qu'on avait envie de porter cette valeur, en fait, on était tout de suite arrogé de naïf.
en fait. C'est vrai. Sauf que moi, on pouvait pas me dire que j'étais naïve. Enfin voilà, on pouvait tout me dire sauf que j'étais naïve. Alors, mesdames et messieurs, accrochez-vous. Parce que normalement, quand on change de vie, c'est qu'on a une vie de merde, qu'on fait un burn-out. Et bien, Catherine, elle avait une vie géniale. Elle avait un boss qui était son meilleur pote. Elle voyageait dans le monde entier. Elle était pétée de thunes. Tout allait bien. Et tu décides de changer de taf, de tout quitter. Alors, Pourquoi pété de thunes, il y a toujours des gens qui sont plus pétés de thunes. Hein, on va relativiser. Tout allait bien. Non, mais souvent, je dis, j'avais le meilleur en soi, en fait, mais le meilleur en soi n'est pas forcément le meilleur pour soi. Et ça, je pense que c'est... Pas mal. Notez quand même, il y a des trucs qui se disent ce soir. Mais c'était... et je sentais que j'avais envie de faire autre chose. Et surtout, je me disais, mais en fait, j'ai d'autres compétences et j'ai une autre vision. Et si je reste surtout dans le domaine dans lequel j'étais, j'avais atteint les limites du système. En fait, j'avais atteint les limites... je voyais l'inaction et j'avais envie d'agir. Et en fait, fédérer ne me suffisait plus. J'avais envie de me dire, comment est-ce que je peux prendre le problème autrement? Mais j'en avais parlé à l'ADEME. Hein. J'avais envoyé un email à l'ADEME, j'avais envoyé un email à mon ancien boss en disant faut qu'on parle d'autre chose, faut qu'on prenne le sujet différemment. Puis comme personne ne le faisait, je me suis dit go quoi. Alors tu vas tout quitter, tu vas partir 8 mois en Espagne, tu vas faire une petite pause. Hein, tu le dis officiellement, t'as bu des coups, tu me l'as dit tout à l'heure au téléphone. Tu vas commencer quand même à vouloir fonder l'Optimiste. Quel est le point de départ de ce média, enfin pardon, pas de ce média, cette entreprise, de ce projet absolument incroyable? Au démarrage, c'était de mettre en avant ceux qui agissaient. Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'écho à ceux qui, par exemple, en matière de RSE, aux personnes dans le monde de l'entreprise qui mettaient en place des choses. RSE responsabilité sociétale des entreprises, mais ça veut dire globalement, c'est ceux qui s'occupaient de mettre en place des pratiques développement durable, pour vous la faire courte. Et du coup, en fait, on les mettait... Parfois, ils parlaient même pas parce que c'était tendre le bâton pour se faire battre que de raconter ce qu'ils étaient en train de faire. Et donc ça, j'avais envie vraiment de les mettre en avant. Et puis moi, je suis pas du tout journaliste. Je savais pas je savais pas créer un site web. Et donc, en fait, ça s'apprend en fait sur le tas. Et quand j'ai commencé à parler d'optimisme, au début, j'osais pas. Je me disais, mais tout le monde va penser que j'ai pété un plomb. Surtout quand on est entouré de scientifiques, faut quand même le dire. Et j'osais à peine le dire. Et jusqu'au jour où j'ai commencé à lever la main sur LinkedIn à l'époque, sur ce réseau social. Non, à en parler. Et là, tout d'un coup, j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit non, mais moi, je comprends en fait pourquoi tu parles d'optimisme. En fait, mon raisonnement qui semblait pour moi, qui semblait une hérésie à tout mon entourage, en l'occurrence, parce que va expliquer aux gens que tu as tout quitté pour aller créer un truc qui s'appelle l'optimisme. Et donc, et de plus en plus, des mains se sont levées en disant mais moi, je comprends, c'est le prérequis à l'action dans ma boîte pour mettre en place des nouvelles choses au sein de mon entreprise ou dans ma vie perso ou parce que je suis entrepreneur que j'en ai besoin ou parfois parce que je vais franchement pas bien en fait, que je suis franchement stressée et l'optimisme, moi ça me fait du bien, j'en ai besoin. De cet optimisme va découler une formation, une spécialité pour la qualité de vie au travail. Catherine, il paraît qu'il y a 12 règles pour être heureux au travail. On va en dire au moins 10. Non, quelques règles dans les grandes lignes. Comment on est heureux au travail? Alors, je vais peut-être faire le parallèle. Comment rendre son salarié heureux, peut-être? Ouais, je vais faire le parallèle peut-être aussi entre développement durable et qualité de vie au travail. C'est que souvent, le développement durable, on pense que c'est l'environnement, en fait. Mais c'est le social, l'économique et aussi les gens, en fait, hein, en plus de l'environnement. Et en fait, c'est sur ça qu'on m'a appelé. Quand j'ai parlé d'optimisme, on m'a dit comment on rend les entreprises optimistes, comment mes salariés peuvent se sentir mieux chez moi. Et c'est comme ça que j'ai bifurqué sur la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il n'y a pas de bonnes entreprises ou pas. En fait, on est surtout la bonne personne au bon endroit au bon moment. Et c'est-à-dire qu'on peut aussi évoluer dans son prisme de vie et toutes ces start-up que parfois vous avez l'impression c'est incroyable, vous avez l'impression que tout le monde s'éclate et surtout quand nous on bosse 80 heures par semaine, tu te dis que tu aimerais bien bosser sur ces formidables start-up, mais en fait ça correspond aussi à une génération. Ça correspond par exemple à une génération où tu as 25 ans, tu es content d'aller boire des coups tous les vendredis, qui est peut-être un peu moins vrai quand on a 50, toujours à 35. Exactement. Donc en fait, en l'occurrence, il n'y a pas d'entreprise idéale, il n'y a pas de règle idéale. Par contre, il y a évidemment des facteurs, donc il y a différents modèles, ça a été ça a été étudié. Par exemple, le sens, déjà, ça en fait partie, donc je pense que vous en parlerez juste après, mais il y a la capacité à déployer ses compétences au service de quelque chose. Il y a le collectif, on en parlait tout à l'heure. Faut quand même se rappeler que ça a été démontré par Harvard, ce qui rend les gens heureux, souvent on se dit c'est d'avoir des enfants, c'est d'avoir un bon job, machin, mais ce qui rend heureux, c'est la densité des interactions sociales, en fait. C'est notre qualité, en fait,
à être avec l'autre, c'est ça qui nous rend heureux sur un parcours de vie, ça a été démontré. Donc forcément, les collègues, ça joue et vous pouvez avoir la meilleure entreprise du monde, vous ne pifferez pas votre collègue qui est en face, ça ne va pas bien se passer en fait. Donc c'est aussi ça, j'aimerais toujours revenir sur ça parce que tout le monde, toujours on me demande alors c'est quoi les prérequis. Oui, il y a des règles, le salaire, évidemment, avoir un juste salaire, ça rentre dedans, la capacité à grandir aussi, à tout d'un coup à se savoir capable, donc voilà, il y a la capacité à atteindre aussi des objectifs, tout ça, ça rentre en compte et forcément, il faut un management qui aille bien avec. Mais c'est beaucoup plus complexe que ce qu'il en est. Et généralement, vous regardez une entreprise qui est engagée, on a aussi envie d'aller y travailler. Catherine Testa, tu vas monter 2 bureaux, l'un à Paris, l'autre à Bordeaux. Et puis il y a quelque chose qui arrive en 2020 qui s'appelle le confinement. Tadam ! Tu décides, comme moi, de retourner chez tes parents en Normandie, à Abbeville. Et là, il va y avoir un sacré déclic. Ouais, alors il faut savoir que moi j'allais déjà écrire, je suis auteure de plusieurs livres, donc j'ai jamais réussi à écrire à Paris, donc j'ai toujours été obligée de venir ici pour écrire. Donc il y avait déjà un frétillement de tiens, il y a un truc qui est quand même bizarre. Donc c'était soit les terrasses de café, soit vraiment le jardin avec rien autour. Et donc là j'ai mis mes équipes en télétravail. Donc on était déjà formés, tout allait plutôt bien, mais on avait quand même 2 bureaux. Et finalement tout s'est digitalisé. Je me suis posé la question de comment est-ce qu'on se sent en fait, cette question majeure. Et dès que le déconfinement est arrivé, on s'est posé la question, est-ce qu'on a envie de retourner au bureau à Paris ? Est-ce qu'on a envie de retourner au bureau à Bordeaux ? Et finalement, personne n'en éprouvé le besoin. Il faut savoir que moi, j'ai des équipes qui sont particulières aussi. Je suis pas, on n'est pas 500, donc ça se pilote peut-être un peu mieux. Mais derrière, on a été interrogé, j'ai été interrogé l'équipe, comment tu te sens ? Où est-ce que tu as envie de vivre en fait ? Et tout le monde finalement était dans une nouvelle mouvance, en train de se dire, mais attends, moi je réfléchis, finalement, je vais peut-être m'acheter une maison plutôt que vivre dans le centre-ville de Bordeaux, etc. Donc, nos bureaux sont devenus obsolètes et donc on a décidé de les fermer. Mais il y a eu là pour la problématique, qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on a à l'intérieur en fait. Ouais, puisque est-ce que tu mesures aussi à l'époque le risque de délocaliser ton entreprise ? C'est vrai que ça fait rêver sur le papier de tous partir en Normandie, tous partir en télétravail, quitter Paris, ce stress. Mais il y a des risques. Il y a des risques aussi de par exemple des clients, ce genre de choses. Moi, je sais que quand j'ai quitté Paris pour Cherbourg, il y a des clients qui ne m'appelaient pas parce qu'ils pensaient que j'allais plus pouvoir bosser parce que j'étais à 300 km, alors que je prenais un train et c'était bon. Alors, j'ai pas du tout réfléchi à ce risque, en fait, de la vision qu'on pouvait avoir de moi. Je me suis plutôt interrogée aux risques psychosociaux sur mes collaborateurs. Parce que tout d'un coup, leur dire, attends, on va pas se retrouver de la même façon. Donc, on a beaucoup travaillé ensemble et on s'est dit qu'on allait privilégier le qualitatif au quantitatif. On se voyait mieux, on se voyait moins, mais on se voyait mieux. On a réfléchi à la récurrence, combien de fois on se voyait, comment ça se passait. Et ce qui s'est passé aussi, et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez particulier, c'est que mes salariés ont déménagé en Normandie. Tu leur as donné l'envie. Pas tous, voilà. Ils ont déménagé, ils ont suivi, en fait, parce que finalement, ça leur a permis aussi de découvrir la région, ça leur a permis de découvrir un autre mode de vie. Alors, j'en avais une qui venait de Caen, donc forcément, ça a aidé, mais l'autre, elle avait vécu aux Philippines, à Birmingham, elle avait parcouru le monde, donc elle n'avait pas d'attache à la France, et elle s'est dit, maintenant, moi, j'ai envie de venir en Normandie, je trouve ça plutôt chouette. Donc, c'est aussi cette notion de, quand on a l'enthousiasme de son territoire, je pense qu'on le véhicule aussi. Et naturellement, ils ont suivi. À un moment donné, je me suis dit, c'était presque un peu trop pour moi parce que je leur avais même pas du tout demandé de se délocaliser. Mais ça a suivi comme ça. Et aujourd'hui, effectivement, on a un bureau en Normandie. Alors, j'ai recruté aussi à 40 ans, du plus local. Mais aujourd'hui, je pense que on a un juste équilibre. Et vis-à-vis des clients, moi, de toute façon, je portais le fait que j'étais revenue en Normandie. J'en étais fière, en fait. J'étais pas du tout inquiète. J'ai peut-être eu cette naïveté de ne pas être inquiète. Mais comme aujourd'hui, tout marche beaucoup par les réseaux sociaux, enfin pour nous en tout cas, on a tout un tas de demandes. Enfin mon cerveau, c'est pas parce que je suis une nana que je suis plus ou moins intelligente, c'est pas parce que je suis dans la Manche ou à Paris que je suis plus ou moins compétente en fait. Donc c'est un peu ça que j'ai essayé de rappeler et on m'a même jamais posé la question en réalité. C'est juste que mes déplacements sont un peu plus longs. Il y a eu justement, tu parles de déplacement, il y a eu des difficultés à part le Wi-Fi qui marche pas. Je sais qu'elle s'en plaint ça. Alors ça, c'est la plus grande... Voilà, pour moi, c'est le réseau, faut être clair, surtout dans mon métier. Mais ça, c'était pas trop le sujet. Je pense que pour moi, c'était aussi de re-rencontrer les gens. Parce que comme j'avais beaucoup crapahuté dans le monde entier, finalement, je connaissais plus beaucoup de personnes qui étaient comme moi, en fait. Des entrepreneurs, tous les RH que je pouvais connaître, j'en connaissais
moins ici. Et du coup, il a fallu que je me retrouve. Donc, il y a eu notamment à Tite-une-Manche, mais il y a eu aussi la CCI, etc., qui m'ont permis en fait de me réimplanter, de rencontrer en fait pas forcément des gens comme moi, parce que c'est pas ça l'enjeu, mais des gens qui avaient les mêmes valeurs, qui partageaient le même enthousiasme, la même énergie, parce que on parlait de l'isolement de l'agriculteur, mais il y a aussi l'isolement de l'entrepreneur. Quand on est dirigeant donc d'entreprise, quand bien même, moi j'ai que 7 personnes, donc c'est petit, mais on porte en fait une sorte de responsabilité, et la rencontre est importante, et les prétextes à rencontre pour moi sont fondamentaux, comme une session comme ce soir. J'adore. Et Catherine, à l'inverse, quels sont, même si tu les as déjà un petit peu évoqués, quels sont les avantages que tu as trouvés, les points forts de la Manche, toi qui as travaillé en plus dans le monde entier, qu'est-ce qui fait que tu t'épanouis autant à Abbeville? Et oui, je le redis, à Abbeville. Je pense qu'on est au-dessous des 200 habitants. Tu sais que je connais Abbeville, c'est bien. Alors, non, je te jure, j'aime bien. Je pense la proximité avec la terre. C'est bizarre. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'animal. Moi, je pense que c'est la terre. De voir le cycle de la nature, je suis très angoissée du temps, en fait. Pour moi, le temps n'est pas linéaire. J'ai fait de la physique quantique au démarrage dans mes études, donc je pense que ça m'a fait péter un plomb. Mais vous voyez, on est dans un temps court en permanence avec les réseaux sociaux. Enfin, pour moi, j'ai un vrai sujet sur le temps. Et finalement, cette notion de temps long, tout d'un coup, je suis capable de voir des fleurs fleurir. Et ça, le premier confinement, ça a été un marqueur fort de voir le cycle de vie d'une fleur. Ça me rassure parce que ça m'ancre dans un temps. Et finalement, c'est ce que j'ai vraiment retrouvé en fait dans la Manche. Alors après, évidemment, il y a tout, il y a la mer, il y a tout ça, donc, tout ce qu'on connaît en particularité territoriale, mais cette notion de temps autre et de territoire, pour moi, où à Paris, t'es un peu perdu, à New York, je t'en parle même pas, t'es un peu un parmi d'autres. Ici, tu te sens un peu comme au sein d'une famille, en fait, que tu recrées. En fait, c'est un cocon, tu te recroises, et ça, je trouve ça incroyable, la proximité, et je sais que ce qui rend les gens heureux, c'est la densité des interactions sociales. Donc voilà. Mesdames et messieurs, Catherine Testa de l'Optimisme. Merci beaucoup, ma Catherine, pour ce très très joli témoignage. Si des gens veulent intervenir peut-être déjà tout de suite, ou sinon on garde les questions pour la fin, tout va bien? On est bien? Très bien. Si quelqu'un veut demander en mariage Catherine, pas encore? Très bien, Stéphanie ou moi. N'hésitez pas. Je vais demander à Charles Yvon de me rejoindre désormais. Stéphanie, on va jouer un peu aux chaises musicales. Merci beaucoup, ma Stéphanie. Mon cher Charles. Charles, tu es le jeune et talentueux président du Parapluie de Cherbourg, une société basée dans le département de la Manche, bien sûr. Un parapluie, je vous le dis, qui résiste à des vents de face, il paraît, de 156 km/h. C'est ça? C'est plus? Non, c'est ça. C'est 156 km/h. Et je peux vous dire, je viens de Cherbourg, c'est pas du superflu. Les parapluies de Cherbourg s'appelaient à l'origine le véritable Cherbourg. Ça a été créé, on peut penser, moi-même je le pensais, peut-être à la suite du film de Jacques Demy, sorti en 1964. Et non, c'est sorti en 1986, créé par ton père, qui était un grand photographe. Pourquoi il se lance dans le parapluie en 86? Quel est le déclic, Charles? Alors le déclic à l'époque, oui, comme tu dis, il était un grand photographe, donc il voyageait dans le monde entier. Et à l'époque, il y avait un film qui était connu, Les Parapluies de Cherbourg, qui est sorti en 64, qui a eu la Palme d'Or. Et partout où il voyageait dans le monde, on lui disait vous venez de Cherbourg, les Parapluies de Cherbourg. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis après, il s'est dit il y a peut-être un truc à faire, quoi. Il y a un nom qui est connu, il n'y a pas de produit derrière, il y a peut-être un petit manque là, à combler. Et à cette époque, il vivait à Paris et il est revenu à Cherbourg. Et il a créé l'entreprise en 1986 avec comme objectif de fabriquer les parapluies à Cherbourg. Bon, ça n'a pas été fait dans un premier temps, mais d'avoir des parapluies solides, donc résistants et avec une certaine élégance, qui soient des produits intemporels, un peu comme un pull Saint-James qu'on peut transmettre de génération en génération. Charles Yvon, toi, tu t'es destiné de base à une carrière d'ingénieur, tu es plutôt scientifique à la base. Ton envie de reprendre l'affaire, elle va venir sur le tard, notamment grâce au développement d'un parapluie destiné au président de la République, dis donc. Et oui, parce que du coup... C'est bien. Et oui, voilà, oui. On connaît le président chez les Yvon. Tout à fait. Donc en 2009, en toute modestie. Ouais, mais non, c'est vrai, tes copains. Non, mais en 2009, du coup, mon papa travaillait sur le Parapactum. Alors, il n'y avait pas de nom à l'époque, c'était un produit plutôt plus James Bond, quoi. C'était un parapluie, on devait faire un parapluie très résistant. En gros, on s'est dit, on fait des parapluies très résistants. Ok, on est connu pour ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire un parapluie encore plus solide, pour résister
un peu à tout ce qu'on peut avoir lors d'une manifestation sous la main, ou là sur une table, une carafe d'eau, Lors d'une conférence. des pavés, une conférence, voilà, ce qu'on peut imaginer quand un VIP est en déplacement. Et je suis arrivé, moi j'étais à cette époque-là à l'UFR de sciences à Caen, donc j'ai traversé le département de la Manche pour aller jusqu'à Caen, très très long voyage. Et une fois arrivé là-bas, du coup, j'ai rencontré beaucoup de physiciens. Enfin, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était la physique mécanique. Voilà, c'était physique, chimie, ça te parle bien. Donc, la résistance des matériaux, pour faire simple. Et du coup, mon papa travaillait sur ce produit-là. Et moi, je le voyais travailler. Et puis le week-end, on testait les parapluies, on jetait des boules de pétanque dessus. Enfin, c'est un week-end normal en famille, quoi. Et du coup, ça m'intéressait. Je dis, tiens, à tel endroit, ça a cassé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour consolider cet endroit-là sur le parapluie? Et là, du coup, je revenais avec mes projets en tête, je revenais sur les bancs de la fac, et je disais, j'allais voir mes profs en fin de cours, donc les bons profs, les bons professeurs, je disais, on a fait ça, vous en pensez quoi? Est-ce que... Du coup, le prof était aussi excité que moi, donc on était un petit peu tous les deux fous à la fin du cours, et on pouvait durer un peu plus longtemps. On pouvait faire des soirées comme ça arrivait quelques fois. Ça doit être sympa. Ouais, et ce qui est bien, c'est que c'était gratuit. Du coup, j'avais le professeur, et à cette époque-là aussi, je visitais beaucoup d'usines. Alors là, c'était beaucoup autour de Cherbourg, qui travaillaient l'usinage. Parce que du coup, on arrivait sur des produits entièrement usinés, tout est fait en titane, et aussi des techniques de carbone. Donc, on a fait de l'enroulement filamentaire, donc ça, on enroule des fibres de carbone, et aussi de la pultrusion, donc on envoie des fibres de carbone là tous dans le même sens. Et ça, c'est des choses qu'on a développées pour le Parapactum, et c'est à partir de là que j'ai voulu rentrer en entreprise. Je dis, tiens, c'est sympa, il y a le côté développement produit, que j'aimais beaucoup. Et puis à côté, les relations avec les ingénieurs, donc ça, ce que rejoint ce que disait tout à l'heure Catherine, où les relations sont hyper importantes. Et à l'époque, j'avais 20 ans, donc c'était super bien de parler avec les ingénieurs qui avaient déjà de la bouteille et qui m'ont appris plein de choses. Et je me suis dit, tiens, ça me plaît beaucoup, parce que je me dis que si je continue dans la physique-chimie, c'était physique-mathématique, j'allais peut-être me sentir un peu seul au niveau des relations. Et pourquoi pas reprendre des études. Alors là, après, j'ai arrêté... la physique, j'ai arrêté simplement et j'ai appris des études de commercial, avec l'école de commerce et compagnie, à la suite. Toi aussi, tu as une très jolie phrase sur le produit qui est le parapluie de Cherbourg. Juste un petit sondage, qui a un parapluie de Cherbourg dans la salle? Eh bien, on vous en distribuera gratos à la fin de la soirée. Hey, c'est faux. Alors, Charles, tu reprends la société en 2018. On va revenir sur cette reprise, mais justement sur ce parapluie, il y a une jolie phrase, je le disais. Tu as créé, ton papa a créé un produit qui est aujourd'hui générationnel. Et c'est vrai qu'on se transmet ce produit de père en fils aujourd'hui. Il y a une jolie histoire, notamment avec une petite mamie qui un jour était rentrée dans la boutique, je crois, qui avait demandé qu'elle refasse le parapluie, un truc trop chou. Ouais, il y a un truc trop chou. C'est chou et pas chou en même temps. Il y a beaucoup d'émotions. Parce qu'en début, quand je suis arrivé dans l'entreprise, on n'était pas nombreux, on était 8 personnes. Donc, quand on a une production et une boutique, autant vous dire qu'on est en train de faire le community management, le site internet, gérer les boutiques, gérer le planning des vendeuses, gérer la production. Donc, on est un peu partout. Donc, ce qui est moins le cas maintenant, mais c'est hyper formateur. Et donc, j'étais souvent en boutique. Parce qu'il faut remplacer les absents. C'est quelque chose que j'aimais pas au début. Aller dans une boutique, moi j'avais plutôt la boule au ventre d'y aller. J'étais pas du tout à l'aise, très stressé, très timide. Ça va maintenant. Ça se voit moins maintenant. Mais c'était assez dur. Et après, on s'y habitue, puis on aime ça. Et là, un jour, ce qui arrive souvent dans la boutique, il y a des personnes qui rentrent avec un parapluie, donc comme celui-là, mais beaucoup plus vieux, des parapluies qui ont 30 ans, et on voit qu'il a servi. Et les personnes arrivent pour le faire réparer. Et c'était le parapluie de leur maman qui est décédée peu de temps avant. Et ils viennent le faire réparer parce qu'il y a une baleine qui est abîmée et puis ils aimeraient bien le remettre fonctionnel. Et on les accompagne en disant on ne va pas changer tout le parapluie, on va plutôt garder les traces d'usure qu'il y a sur le bois, la main qui a travaillé d'une certaine façon parce qu'elle a une façon de prendre le parapluie. La personne à l'image de sa maman qui s'en servait comme parapluie au début. Et puis au fil des années, elle s'en est servie comme canne. Donc c'est assez coquet de servir du parapluie comme canne, comme ça dissimule la canne avec le parapluie, donc c'est plutôt agréable pour les dames et pour les messieurs aussi. Et on les accompagne jusqu'à la réparation, la restauration du parapluie, en leur prodiguant du conseil, en prenant le temps, parce qu'il y a beaucoup de temps, on ne peut pas le faire en 2 minutes, quand on reçoit la personne, quand c'est comme ça, on prend un peu plus de temps que quand c'est une réparation basique. Et on sait très bien que derrière, la personne ne va pas utiliser le parapluie, parce qu'il y a ce souvenir qui est très fort, en fait, il y a un affect sur le produit qui est juste hallucinant quand en boutique, des personnes qui perdent leur parapluie, ils arrivent en boutique, ils sont complètement retournés, et là, l'image de la maman est trop forte, et c'est pas eux qui vont utiliser le parapluie, c'est la génération d'après, c'est les petits-enfants, la dame, qui vont récupérer le parapluie, parce que le parapluie qui a 30 ans, on le retrouve aujourd'hui dans la boutique exactement le même nom de modèle, la même couleur, quasiment tout pareil, à quelques accessoires près. Donc c'est pour ça que c'est
c'est un outil qui se transmet, qui se répare, et c'est vraiment un patrimoine familial, au-delà du parapluie. Tu me coupes si je me trompe, depuis 1994, le parapluie est fabriqué à Cherbourg désormais, le parapluie de Cherbourg. Il y a également une boutique. Toi, tu as repris l'entreprise en 2018. Qu'est-ce que tu as apporté en entreprise? En quoi tu l'as développé? Notamment par des collaborations avec des artistes, j'ai vu, pas mal. Puis des marques aussi. Ouais, on a fait pas mal de collaborations. J'ai beaucoup travaillé sur l'organisation de l'entreprise. Parce que quand j'ai repris l'entreprise, moi, ce qui me faisait peur, c'est justement de travailler jour et nuit comme faisait mon papa. Au début, c'est pour ça que j'étais parti un peu dans les scientifiques. Je suis au moins comme ça, je serais un peu plus tranquille. Et c'était pas le schéma qui me plaisait le plus. Et ben après, j'ai voulu organiser l'entreprise. Pour ça, il faut avoir les moyens. Donc du coup, j'ai fait le schéma classique. J'y suis allé jour et nuit comme un fou pendant 1 an. Et puis après, je me suis un peu calmé. Et j'ai pu organiser justement l'entreprise en staffant, quoi, donc mettant en place une responsable de boutique. Donc, j'ai plus à gérer les personnes de la boutique, il y a la responsable pour ça, en mettant la chef d'atelier en place, j'ai pris une assistante au bout de 2 ans pour pouvoir continuer à développer sur tout le reste, parce qu'il y a l'export, on a travaillé le retail, on avait 10 revendeurs, aujourd'hui on va avoir une centaine de revendeurs. On travaille des collaborations, on travaille avec Saint-James, là aujourd'hui je l'affiche en grand. Mais c'est oui, encore t'as la un vrai Manche. product placement. Voilà, on traverse la Manche, là, de Cherbourg à Saint-James. On fait des belles collaborations avec Belleville. Ils font des costumes sur mesure à Paris. C'est une super entreprise. Ils font des beaux costumes. On a une collaboration où le parapluie est en flanelle. Je vous invite à regarder sur le site internet. Donc, on va voir le parapluie assorti à son costume. Donc, messieurs, vous êtes nombreux dans la salle. Comment il place son truc en scred, hein? Il est bon, hein, bientôt la saison des mariages en plus, bien joué. Merci. Et après, des collaborations et l'export. L'export que je développais assez fort au début. Et ça s'est vite calmé avec la pandémie où là, ça s'est complètement stoppé parce que l'export, quand on n'y va pas, enfin, ce qu'ils aiment bien, c'est voir le président de l'entreprise. C'est une espèce de truc de fou quand on est à l'étranger. Ils adorent ça. Et quand on n'y va pas, on ne vend pas à l'étranger. Et là, comme j'avais les piquets vissés dans ma Normandie, je ne pouvais pas partir d'ici. Donc, on a complètement arrêté l'export alors que ça représentait 20% de chiffre d'affaires. Donc, ça fait quand même un gros manque à gagner. Et j'ai aussi développé le nouveau site internet. Dès que j'ai repris l'entreprise, changement de site. Et là, le site internet, en 4 ans, il a fait quasiment x10. Charles, ce soir, on se pose la question, est-ce que la Manche est le nouvel Eldorado pour le changement de vie? Je te pose la question. Toi, tu dis, la Manche, non seulement il y fait bon vivre, mais on y recrute. Est-ce que la Manche est le nouvel Eldorado de l'entrepreneuriat? Est-ce qu'aujourd'hui, tu conseillerais, tu es obligé de me dire oui un peu, tu vas me dire, à un entrepreneur de se développer dans la Manche? Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens un sursaut de l'économie? Là, tu as évoqué Saint-James. Est-ce qu'il y a pareil une solidarité peut-être entre entreprises manchoises? Est-ce que ça se développe à ce niveau-là aujourd'hui? Oui. Alors là, je le ressens pleinement parce que je suis beaucoup à Paris. Enfin, toutes les semaines, je suis à Paris et toutes les semaines, je suis dans la Manche. Donc, je voyage beaucoup entre les deux. Donc, j'ai des réseaux à Paris. Donc, Laurent, je le connais beaucoup sur d'autres réseaux à Paris, dont avec les Forces françaises de l'industrie, que je connaissais avant la conférence de ce soir. Donc, c'est assez amusant de se retrouver. Et je fais aussi partie de l'ARSEN, qui est l'association des savoir-faire d'excellence normands. Et là, on retrouve Mauviel, Saint-James, beaucoup d'entreprises beaucoup plus réduites, qui sont hyper sympas. Et voilà, je pense que c'est une terre d'entrepreneurs, parce qu'on retrouve beaucoup de personnes. Il y a vraiment des liens, il y a vraiment une envie d'aider, une entraide. On la retrouve au niveau des entrepreneurs, c'est juste incroyable. Moi, j'adore passer du temps aussi pour aider les personnes. Enfin, ça fait partie de mon job, de transmettre aussi. Et ouais, je pense que c'est une nouvelle Eldorado. On a tout, on a les qualités de vie. Et je pense que quand on est dans la Manche, on retrouve du sens dans ce que l'on fait, parce qu'on est connecté à la nature, ce qu'on a pu entendre juste avant. On voit les saisons passer, on a des vraies relations avec nos voisins, nos collaborateurs. C'est au-delà de ça, nous, on est encore une petite entreprise. On est 30 personnes maintenant, mais voilà, je les connais tous. C'est comme une famille. Et je pense que le lieu, il fait beaucoup. Et surtout à Cherbourg, on est dans une presqu'île, donc on a plutôt un territoire d'îlien, donc c'est plutôt sympa. Tu parles une cherbourgeoise, je suis plutôt convaincue par ce que tu dis. En quelques mots, même question que les autres, quel conseil tu pourrais donner à un entrepreneur qui aura envie de se développer dans la Manche à ce jour? Ouais, les conseils, il y en a plein à donner. Donc je pense qu'il faut une touche d'optimisme, une touche de passion. Je pense qu'un métier, on peut pas être entrepreneur sans passion. Je pense que c'est vraiment ce qui nous guide et qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes et d'essayer de donner de la lumière aussi aux autres. Donc c'est quelque chose qui me plaît. Et ouais, je pense qu'il faut un peu tout ça et tout marche.
Charles, si je peux donner un conseil, développe aussi les parasols de Cherbourg. Ce sera plus vendeur pour le tourisme, même si les parapluies, c'est formidable. Charles, Yvon, mesdames et messieurs, merci beaucoup, Charles, Merci beaucoup. d'avoir été avec nous ce soir. Justement, tu viens de l'évoquer. Je vais demander à Laurent Moisson de me rejoindre. Laurent, on va faire encore un petit coup de chaise musicale. Laurent Moisson, créateur du média Les Déviations, partenaire de cette soirée. Mon cher Laurent, bienvenue. Tu es entrepreneur, auteur, conférencier, militant du hashtag Made in France, mais également cofondateur des Forces françaises de l'industrie, Charles l'a évoqué, qui accompagnent les entreprises notamment dans leur transformation digitale. Et tu as également créé le média Les Déviations, dédié au changement de vie, comme on l'a dit. Ça tombe plutôt bien. Alors, tu as eu un parcours, on n'aurait pas assez d'une seule conférence. Vraiment, je vous le dis, je l'ai eu 1 heure au téléphone, j'en pouvais plus, je l'adore. Mais j'étais là, d'accord. Et à quel moment on parle des déviations ? Au bout d'1h20, on a entamé le chapitre 2. Donc j'avais écrit 8 tomes. Donc je passe les feuilles. Charles, comment as-tu... Charles, c'était l'autre. Laurent, ça commence bien. C'était mon Charles. Mon cher Laurent, comment es-tu arrivé à créer ce média qui allait devenir Les Déviations ? Tout commence il y a 4 ans par une rencontre avec une certaine journaliste. T'as tout dit. Voilà, merci chef. Voilà. Effectivement, alors 2 choses. Il y a une rencontre et précédemment, il y avait une sorte de vocation frustrée. Quand j'étais gamin, je voulais être journaliste et puis bon, je voulais être être historien aussi à moitié. Alors non, en fait, j'ai fait de l'histoire pour devenir journaliste. Parce que les écoles de journalistes, c'est à bac+2. Donc comme j'aimais beaucoup l'histoire, je me suis dit très bien, j'ai préparé ça et puis une fois que j'ai mon DUG, pim, je tente le concours. Et puis je me suis un peu égaré dans la filière historienne et puis je me suis passionné pour plein de sujets jusqu'à ce qu'un de mes amis dise mais tu vas être prof ou tu veux être prof et tu dis non, je veux faire du business. Oui, tout à fait, c'est logique. Et il tente s'y mettre. Et donc, il m'a amené à me rapprocher de l'entreprise. Et de toute façon, moi, j'étais absolument persuadé que je n'avais pas forcément besoin de diplôme parce que j'allais entreprendre. Donc, ce que j'ai fait, en fait, assez tôt, puisque j'ai travaillé 1 an comme salarié, puis j'ai entrepris. Après, je suis rentré dans des métiers beaucoup plus sérieux que ceux que je fais aujourd'hui. Tout ça pour retomber un beau jour sur cette rencontre avec quelqu'un qui s'est exprimé sur les médias sociaux en disant je suis rédac chef, je démissionne de mon journal et je vais créer ma boîte. Qui est-elle ? Alors, elle s'appelle Laurence Velli, donc elle a été rédac chef de plusieurs magazines féminins. Et puis on avait collaboré en fait sur une opération, puisque moi j'avais plusieurs autres entreprises, dont une agence de communication qui travaillait pour pas mal de grands groupes, notamment dans la cosmétique. Et devinez quoi, mes équipes étaient un petit peu moins expertes sur des problèmes de coloration de cheveux, de maquillage, de choses comme ça. Donc j'avais l'habitude de faire travailler des gens qui s'y connaissaient. Donc là, en l'occurrence, sur du maquillage, etc., j'ai été chercher plutôt des gens qui travaillaient dans la presse féminine. C'est mieux que dans l'automobile, par exemple. On parlait de bon sens paysan tout à l'heure. Voilà, une illustration. Je m'appelle Moisson. Je tiens à le dire. Donc ça a fait que j'ai vu cette occasion. Je lui ai dit, écoute, viens. T'as envie de quoi quand tu la rencontres ? Moi, j'ai envie de créer un média. J'ai envie de créer un média parce que le média est un outil d'influence. Que j'ai déjà repéré le fait qu'il y avait beaucoup de choses qui évoluaient avec le digital. Donc il y avait une désintermédiation assez forte et que cette capacité à raconter des histoires aujourd'hui pouvait s'affranchir, j'allais dire, d'un système un petit peu industriel où on va avoir des commerciaux qui vont vendre à des kiosques, qui vont machin, avec des grosses imprimeries pour faire du papier, ça coûte très cher tout ça. Là, simplement, en fait, vous enregistrez, vous faites un joli texte, vous balancez ça sur les médias et c'était un petit peu l'image d'Épinal que j'avais en tête. Et puis, si c'est bon, ça va marcher. Mais tu voulais faire un média optimiste également, un média positif qui reprendrait des témoignages de vie, mais le tout très optimiste. C'est cela ? Alors oui, un petit peu pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que en fait, on voit bien autour de nous qu'on a beaucoup de gens qui nous expliquent qu'on va tous mourir, ce qui n'est pas faux à la fin. Décidément, vous avez les mêmes potes. Non, mais voilà. Il y a un jour ou l'autre, ça va mal se finir. Mais d'ici là, on va essayer de vivre, quoi. Et donc, moi, effectivement, avoir tout le temps des gens qui vous expliquent que les trains sont pas à l'heure,
Qu'il y a que pas tout de le monde wifi. ment, que machin, que c'est truqué. Et ben, je me suis dit, ok, mais il y a aussi des belles choses. Et donc, moi, je me suis beaucoup reconnu dans ce que tu as dit tout à l'heure. C'est vraiment, ok, mais il se passe autre chose. Et donc, on a donné la parole à des gens qui utilisaient la liberté qu'il y avait à notre époque, époque vécue par les nôtres, par les gens qui la vivent, comme probablement la pire époque quand on les écoute. Mais non. C'était mieux avant. C'était pas mieux avant. Enfin, moi, La musique, si. Oui, alors c'est vrai, T'as mais déjà écouté la Kenji dysenterie, c'était moins bien. Le tétanos, tout ça, moi, c'était moins bien quand même. Ouais, le tétanos, c'était pas top. Le Covid non plus, tu me diras. Le Covid, mais Verdun non plus. Enfin, tout ça, je n'ai pas connu et je ne regrette pas. C'est vrai. Donc, on a plein de choses à notre époque qui sont quand même super positives. Il y a des gens qui profitent de cette capacité qu'on a à avoir une liberté de choix. Mettons-les en valeur et ça va donner du courage aux autres. Comment vous faites le casting des gens que vous allez interviewer? Comment vous allez à la rencontre de ces gens si optimistes, de ces gens qui ont envie de vous raconter leur changement de vie, leur vision aussi de la vie? Alors, d'abord, il y a des gens qui changent de vie et qui ne sont pas optimistes. Okay. C'est ce qu'on appelle, nous, le changement de vie subi. C'est vrai. Vous faites plaquer, votre vie va changer. Vous ne l'avez pas choisi. Vous tombez malade, votre vie va changer, vous ne l'avez pas choisi. Votre pays est en guerre, vous êtes obligé de le quitter. Vous voyez, il y a 1000 façons d'avoir des changements de vie qui sont complètement subis et ne partent pas d'une bonne chose. Il se trouve qu'à la différence d'autres époques, il y a plus aujourd'hui de changements de vie heureux et voulus que par le passé, où on était un petit peu prisonnier je vais pas dire d'un système, mais d'une condition dont on héritait. Voilà. Donc je ne sais plus quel était l'autre bout de la question. C'est quoi le casting? Voilà, le casting, très bien, tout à fait, excellente question. Ouais. Voilà. Alors, le casting, ce qui a été compliqué au début, et ce qui était le métier de Laurence, c'est d'avoir le bon réseau pour initier les choses. Donc elle a été identifiée, c'était son métier de journaliste, un certain nombre de personnes qui avaient des choses à dire là-dessus. À partir du moment où on a eu du succès, et le succès est venu au 3e film qu'on a diffusé, ça a été extraordinaire. On a eu des millions et des millions de vues. Il y a des interviews, il y a des reportages, voilà, vous postez ça sur les réseaux Exactement. sociaux. Donc en fait, on a commencé, là on a explosé, c'est sur Facebook, où on a été pendant quasiment 15 jours l'une des meilleures audiences de France sur Facebook. Alors que Laurence détestait Facebook quand même. Ah non, mais j'ai dû la forcer. Ouais. Et à un moment, je lui ai dit, écoute, c'est quand même moi qui finance, c'était sympa, mais voilà. Et elle a dit, bon, voilà. Donc elle en a fait un qui a marché moyennement, un deuxième qui a marché pas, on peut le dire. Et le troisième, mais c'était dans le genre, allez, s'il te plaît, un dernier. Et le troisième a fait 7 millions de vues, ça a été extraordinaire. Et là, alors pour le coup, énormément de gens se sont manifestés à nous, il n'y en avait plus qu'à choisir. Alors, ce qui est aussi compliqué d'aller trouver parce qu'il y avait à boire et à manger, mais du coup, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit moi aussi, j'ai vécu des trucs un peu différents, et puis notre époque aussi, il y a beaucoup de gens qui sont un peu exhibitionnistes, donc ils veulent parler, c'est formidable, donc nous on exploite ça. Tu dis que ce média te sert d'observatoire, notamment dans les commentaires, et Dieu sait que les commentaires Facebook, c'est pas toujours glorieux. Oh bah tous, tous, c'est un peu comme devant notre télé quand on regarde quelque chose et on ne sait pas qu'on est écouté. C'est que parfois on est méchant, on est bête, on est agressif, on est de mauvaise foi toujours. Bon, on est un peu français aussi quand même, il faut assumer ça. Donc, moi je suis assez saisi entre un certain nombre de discours qu'on peut avoir d'ailleurs en dehors des médias sociaux, ou si on lit que les manuels scolaires et un certain nombre de choses. Il y a un culte de la bienveillance, et on voit que les enfants qui ont grandi dans ce culte, c'est-à-dire un peu nous, on ne l'applique pas bien. Et on demande souvent une bienveillance qu'on n'applique pas, qu'on n'offre pas aux autres. C'est souvent les gens qui demandent de la bienveillance qui, au final, posent ces commentaires hyper négatifs. Toi, c'est un truc que tu as vu pas mal. En tout cas, il y en a, pas uniquement. Il y en a qui ne demandent jamais de bienveillance, mais par contre, qui sont tout le temps dans l'agressivité. Il y en a qui sont dans la mauvaise foi absolue, c'est-à-dire qui disent « Non, mais je ne comprends pas, on m'a mal parlé. Oui, mais toi, ah oui, mais moi, c'est différent parce que je souffre. » Voilà. Donc non, si vous voulez, c'est un observatoire
de notre société, les médias sociaux. Beaucoup de gens disent, voilà, tout ça, c'est la faute aux médias sociaux. Oui, enfin, c'est un révélateur, mais la vérité du monde est quelque chose qui est difficile à accepter. Donc c'est, voilà, moi, en tout cas, dans mes travaux, puisque j'écris beaucoup sur un certain nombre de sujets... Il m'a demandé de montrer le bouquin. Oui, s'il vous plaît, de toute façon. Voilà. Donc celui-ci notamment, qui sera en vente d'ailleurs en sortie de ce... Voilà, il est assez fléché, il y aura de la lumière Quête de jusqu'au... sens, changement de vie, et si on faisait le point. D'ailleurs, je vais te poser une question, ce phénomène de changement de vie, il vient d'où, Laurent ? Je pense que c'est complètement consubstantiel à l'être humain. Ça, c'est un bon mot à placer au Scrabble. Non, c'est consubstantiel. consubstantiel. Tu mets en mode trip, Exactement. pas Tati Suzanne. Donc, Boum. voilà. Alors, il n'y a pas de W, mais on peut en mettre. Non, mais je pense que c'est complètement... C'est ce qui a fait qu'on est sorti de nos cavernes, qu'on a risqué tout un tas de choses, qu'on a changé de continent, Et donc, ce côté de toujours se demander ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne, c'est quelque chose qui est en nous, qui fait d'ailleurs que... un certain nombre de chercheurs dans différentes matières estiment que c'est cette manie qui fait qu'aussi on s'interdit parfois de profiter de la vie et d'accéder au bonheur, parce que le bonheur finalement c'est se satisfaire d'une certaine condition et de dire bah voilà, moi j'y suis bien et je vais y rester. Et quand vous avez ce besoin d'aller voir ailleurs et de se dire bah non, mais ce que j'ai c'est pas suffisant, ou alors c'est pas ce que je veux, ou je m'ennuie, etc. Parfois ça donne des bonnes rencontres, parfois vous courez complètement et puis vous êtes très très content de retourner à votre situation d'avant, et puis voilà. Moi, un jour, on m'avait dit le bonheur, c'est se satisfaire du bien sans jamais tout le temps vouloir viser le mieux. Vous pouvez la noter aussi, c'est gratos. Est-ce que les gens, tu penses, aujourd'hui, ont davantage besoin de donner du sens à leur vie ? C'est vrai que maintenant, on parle tout le temps de quête de sens, on a besoin de donner du sens à nos vies. Est-ce que tu trouves que c'est un phénomène très 2022 ou au contraire, ça a toujours été, peut-être même depuis les temps passés, avec la religion, peut-être, ce genre de choses ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a un besoin parce qu'on en manque, on a l'impression qu'on en manque. Je parlais d'héritage tout à l'heure. Les grandes religions ou les grandes idéologies vont façonner une vision du monde, vont justifier une place dans la société et, comme disaient les Grecs, dans le cosmos. Donc, quand vous avez votre place et que vous pensez que vous y êtes bien, ou même quand vous souffrez, en fait, que c'est parce que quelque chose s'est passé et qui fait que c'est logique que vous souffriez, vous n'allez pas forcément questionner ce point-là. Et ça, c'était quand même entretenu par ces grandes philosophies que sont les religions, que sont les grandes idéologies, etc. Ces grandes idéologies et religions se sont affaissées, voire complètement effondrées, ont disparu, et nous ont laissé en face d'un vide en matière de valeurs, on va dire, héritées. C'est-à-dire qu'on a quand même besoin de savoir quel est le sens de notre vie. Ce qui, pour un certain nombre de personnes, est complètement illusoire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous expliquent que la vie n'a absolument aucun sens et qu'il faut s'en satisfaire. Il y en a d'autres qui vous disent si, il y a un sens. Et donc, moi, j'ai besoin de savoir ce que je fais ici. Donc, quand vous n'héritez pas de ce sens en naissant, eh ben, vous partez en quête jusqu'à trouver. Voilà. Donc, la particularité de notre époque, c'est que, on a le choix parce que justement on ne nous a pas obligés à adopter un sens de la vie, donc on peut le choisir, mais qu'ensuite on a tout un tas de petites chapelles, les grandes religions sont tombées, les petites chapelles moralisatrices que nous connaissons tous sont en train de monter, nous proposent une vision du monde, ils ne sont pas d'accord d'ailleurs, donc ils passent leur vie à s'engueuler, et nous on est au milieu. Donc on est un objet de conquête pour ces chapelles-là. Et ça peut être un petit peu désagréable d'être l'objet de cette conquête, puisque finalement on se fait engueuler toute la journée, parce qu'il y en a qui vont vous dire que le sens de la vie, c'est de ne pas manger de viande, désolé pour les moutons. Il y en a d'autres qui vont vous expliquer que non, c'est au contraire, avoir une vie comme ci, comme ça. Et à la fin, même sur ce qu'on mange, on se fait engueuler parce que ça doit avoir du sens. Ouais. Donc c'est très bien, il y a de la consommation éthique. Avec Charles, moi j'adore le mouton. Voilà, on défend beaucoup tout ce qui est made in France, etc. Quand vous défendez ça, ça veut dire que vous défendez une éthique de la production et donc de la consommation, et qu'on va essayer maintenant de voter avec une carte bleue en disant voilà, moi si je fais ça, quelque part, j'aide des gens qui sont
autour de moi, etc. Ça a du sens. Oui. La quête de sens, ça peut être également l'épanouissement aussi dans le travail. Tu dis que certains métiers ont bénéficié d'un changement d'image dans le côté positif. De quel métier tu fais référence ? Est-ce que tu peux répéter la question ? C'est d'accord. Tu dis, tu dis que parfois, dans la quête de sens, la quête de sens passe aussi par le choix de son travail. Il y a certains métiers qui ont évolué, il y a certains métiers qui bénéficient en ce moment d'une revalorisation de leur image. Tu penses à quel métier ? Alors, je pense à 2 types de métiers. D'abord, si vous voulez, avant, l'humanité sortait de la misère. Je suis historien à la base, donc je vais vous embêter avec ça 2 minutes, mais l'exception, l'anomalie, ce qui n'est pas dans la norme, c'est notre société. C'est-à-dire d'avoir des gens qui ne meurent pas de faim, qui peuvent avoir une vie longue, qui peuvent gagner de l'argent, avoir des loisirs, se payer des week-ends, etc. Ça, c'est 80 ans de l'humanité versus des milliers et des milliers d'années où, au moindre problème, c'était une catastrophe et donc les gens ne pouvaient pas se permettre ceci. Donc il y avait une misère absolument écrasante. Dans ce contexte de misère, le sens du travail, c'était de gagner sa vie. On ne travaillait pas, on ne vivait pas. Donc c'était quand même assez simple de savoir pourquoi on bossait. C'est pour ne pas mourir de faim. Aujourd'hui, dans notre société hyper riche, je pense qu'une grande entreprise aura du mal à recruter simplement en disant « chez moi, vous n'allez pas mourir de faim ». Il nous faut quelque chose d'autre que de se dire « vous savez quoi, vous allez manger à midi et peut-être même ce soir, et il se trouve, vous aurez peut-être de quoi vous payer du chauffage ». Bon, enfin maintenant, vu les prix de l'énergie, c'est un peu différent, mais c'est l'idée. Donc ça veut dire que quand on n'a plus ce sens absolument évident et vital, eh ben, il faut s'en mettre un autre. Donc, quand le sens de la vie, enfin le sens de votre travail n'est plus évident, ben, il faut se raconter une histoire, sinon on s'ennuie. Voilà. Et comme il y a une perte de sens, justement, du sens de la vie hors travail, parce que les grandes philosophies, tout ça, tout ce que je vous expliquais, eh ben, les gens vont reporter leur absence de sens, c'est-à-dire pourquoi est-ce que l'être humain est là, quel est le sens de ma vie, etc., dans leur boulot. Et vont demander beaucoup de choses au travail, notamment de les rendre heureux. Et la grande question, c'est est-ce que c'est à une entreprise de vous rendre heureux ? Moi, je trouve ça terrifiant. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'une entreprise soit là pour m'expliquer que « hey, ça va, machin ». C'est important d'être bien au boulot quand même. Non, mais bien être bien et être heureux, c'est différent. Il y a des gens qui trouvent un équilibre et qui disent « écoutez, moi, je veux travailler le moins possible parce que j'ai une passion, je suis alpiniste. Donc, je vais aller travailler dans un métier qui me permet d'exercer ma passion ». Et il y a des gens qui vont dire, voilà, moi, du coup, il faut que je sois à la montagne. Bon, je travaille, je sais pas, moi, à la poste. C'est pas passionnant ce que je fais, mais du coup, je travaille pas beaucoup et je vais. Et à ce moment-là, ça veut dire que ce métier est adapté à cette personne et contribue à son bonheur, mais pas par sa substance. Son bonheur se fait en dehors du travail. Donc, il y a plein de gens qui sont comme ça. Et en fait, les entreprises voulant aider un certain nombre de personnes à être mieux, parce que maintenant il faut que l'entreprise se batte contre s'indigne sur l'Ukraine, se règle le réchauffement climatique, mais également vous incite à manger 5 fruits et légumes par jour, et puis je ne sais pas quoi. Donc on demande énormément de choses à l'entreprise, qui d'ailleurs se flagelle elle-même là-dessus en disant « je veux être citoyenne pour être plus proche de mon client ». Donc ce sens qui arrive dans l'entreprise est parfois difficile à gérer. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, je voulais que tu me dises que l'apprentissage avait regagné du galon. Mais non, mais c'est vrai, bien sûr. Non, c'est vrai. Et tu parlais de quête de sens, de liberté. Parfois, on est prisonnier aussi des milieux sociaux dont on vient. Quand on est dans une famille de médecins, c'est difficile d'annoncer à papa-maman qu'on a envie d'être couvreur. Oui. Mine de. Oui, tout à fait. Donc ça, effectivement... On parle de quête de sens, d'une envie d'être heureux. Parfois, on a envie d'être boulanger, d'être couvreur, et pas d'être médecin aussi. Oui, tout à fait. Alors, d'autant que tout ce que je viens de vous raconter, c'était qu'avant, il fallait sortir de cette misère et donc d'accéder à des postes bien payés dans des grandes entreprises pour avoir une certaine stabilité. Donc ça, on avait, j'allais dire, on visait l'ascension sociale. Maintenant que finalement, on se rend compte que une fois que je suis monté tout là-haut, est-ce que ma vie est mieux ? Pas forcément. Je vais revenir en Normandie, dans la Manche, et puis avoir quelque chose, parce que je peux renoncer à un certain nombre d'éléments sans me mettre dans la misère.
Donc je peux choisir finalement ce qui m'est important et du coup pas courir tout le temps derrière un statut. Alors on peut redécouvrir des métiers qui ont été effectivement un petit peu délaissés parce que c'était pas dans l'hypercentre d'une grande ville, parce que on pouvait pas se payer des vacances à l'autre bout du monde. Et finalement, il y a des gens qui me disent mais à quoi bon ? Enfin, moi je suis beaucoup plus heureux à faire autre chose, à travailler au grand air. Vous avez autre chose, c'est que les grandes entreprises deviennent de plus en plus complexes. Tu dis à force que les entreprises veulent fabriquer du sens, finalement, elles le détruisent. Quel conseil tu donnerais pour mieux accompagner peut-être ces personnes aussi qui décident de partir en quête de sens, de tout changer, peut-être parfois aussi du jour au lendemain ? D'abord, c'est de prendre du recul et de se rendre compte que quand on part en quête de sens, souvent on cherche le bonheur quelque part. Le bonheur n'est pas nécessairement dans le travail. Moi, j'ai rencontré, en fait, on reçoit énormément de gens autour d'événements, des gens qui changent de vie. J'ai rencontré à plusieurs reprises quelqu'un qui était arrivé à la première séance, enfin vraiment, où il y avait un témoin qui expliquait un petit peu sa déviation et qui était très, très, très énervé, qui disait ça va pas, il était à deux doigts de tout balancer. Et en fait, il a été suivi par quelqu'un qui s'est rendu compte que c'était quelqu'un qui avait effectivement besoin de mettre du sens dans sa vie et qui l'a encouragé à aller jusqu'au bout de sa passion qui était le théâtre. Et maintenant, il met un nez rouge les samedis ou les dimanches, je ne sais plus. Il va jouer devant des enfants à l'hôpital et il n'a rien changé d'autre. Et c'est un homme heureux. C'est-à-dire qu'il a trouvé à quoi il servait dans le regard des enfants et alors qu'il était prêt à tout balancer. Donc, parfois, ce sont des petites choses. Et quand les entreprises essayent de faire tout ça, elles vont essayer de cocher tout un tas de cases, de sens, à s'engager dans tous les combats du monde. Et au bout d'un moment, en fait, c'est cacophonique. On ne sait plus pourquoi on travaille. Et surtout, on demande à des cadres intermédiaires de s'occuper de tout un tas de trucs quasiment politiques ou moraux. Et ces gens-là n'ont plus le temps de s'occuper de leur propre équipe et d'atteindre leurs objectifs. Donc ils rentrent le soir, ils ont 10 heures de réunion d'affilée sur l'inclusion, sur la responsabilité X, Y, Z, qui sont des sujets passionnants et très utiles. Mais au bout d'un moment, ces gens-là disent mais en fait, moi, je ne sais même pas ce qu'a fait mon équipe. Ça fait 10 heures que je suis en réunion pour parler de normes, de machin, un truc comme ça. Donc en fait, c'est ça qui fait qu'en voulant donner trop de sens, on finit par en détruire. Alors, petite parenthèse, arrêter la réunionnite, c'est très bien pour rendre les gens heureux dans l'entreprise. Les réunions à 10h en FaceTime, là, avec Gilbert de la Compta, Cimer, quoi. Alors, il faut aussi... Tu parlais de changement de vie, parfois juste... Il y a vraiment un Gilbert de la Compta dans ma vie, que j'embrasse, il m'écoute, Gigi, je t'adore. Tu parlais à l'instant juste de parfois rajouter un petit nez rouge ou quoi. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de changer de vie. Changer de vie, c'est pas forcément déménager, partir à 400 km, quitter femme et enfants, au contraire, les amener avec nous. Ça peut juste parfois être se remettre au sport, le soir prendre 1 heure pour faire une petite balade, acheter un chien, que sais-je. Et ça, tu le dis aussi, il n'y a pas que des grandes histoires, il y a plein de petites histoires bien racontées. Et on conclura là-dessus. Très bien. Oui, tu as tout à fait dit ce qu'il fallait dire. C'est que parfois, de petites choses vont faire que ça va mieux. On est en train de redécouvrir, après je ne sais pas combien de milliers d'années de morale, souvent religieuse d'ailleurs, que l'être humain est un mammifère. C'est-à-dire qu'on a des hormones, un instinct, des biais du cerveau, un certain nombre de choses qui vont influer sur nos décisions et sur nos sentiments et nos sensations. Et en fait, vous avez un certain nombre de chercheurs qui vous expliquent que le bonheur est une hormone. Oui, pareil. Donc, c'est-à-dire qu'il faut se mettre dans un certain nombre de conditions pour que l'hormone du stress n'écrase pas l'hormone du bonheur. Voilà. Et que si vous avez quelque chose de stressant dans votre vie, mais ça peut être l'alimentation, ça peut être que vous dormez avec quelqu'un qui ronfle et vous dormez pas du coup. Ça peut être vous pas assez de sport, ça peut être vous manquez de soleil, voilà. Et ça va faire que quand vous réglez ces petites choses, votre corps, votre métabolisme va sécréter des hormones qui vont faire que vous vous sentez mieux et vous allez vous approcher du bonheur. Et là, vous allez vous rendre compte, finalement, en fait, ma vie, elle est très bien et je vais être mieux. Donc, ça peut être ça. Alors, ça peut être tout quitter parce qu'il n'y a rien qui va, ça peut être la grande aventure, ça peut être des choses comme ça. Mais nous, on a lu beaucoup d'études et on a fait quelques-unes. Sur 100 personnes qui veulent changer de vie, vous en avez entre 6 et 9 qui veulent vraiment tout plaquer.
Les autres, c'est vraiment trouver du sens, aller un peu mieux, faire des petits réglages. C'est peut-être pas si compliqué que ça d'être heureux au final. C'est ça. Il en faut peu pour être heureux, disait Balou. Laurent Moisson, messieurs, dames du média, les déviations, merci beaucoup. Je suis très heureuse que tu aies compris avec Balou, ça me fait très plaisir. Merci Laurent, et je vais à présent demander à notre dernier intervenant ce soir de me rejoindre, Paul-Vincent Marchand, directeur de l'agence d'attractivité Latitude Manche. Pas de citation de Balou, Paul-Vincent, pas tout de suite. Aucune. Aucune, très bien. Bon, C'est attitude manche. Anne. j'ai dit quoi? L'attitude manche. Ah, c'est vrai, c'était avant ça. Ouais, Oh c'était putain, je vais pas renvoyer mon chèque. Mon cher Paul-Vincent, présente-nous l'émission de l'agence d'attractivité. Qu'est-ce que l'agence Attitude? Là, je l'avais bien écrit, Manche, dans les grandes lignes. Je vais revenir à des choses très terre à terre. L'agent d'attractivité Attitude Manche, sa mission, c'est de révéler le territoire, montrer les richesses de ce territoire, soit pour attirer les gens pour un jour ou quelques jours, donc ça c'est la partie touristique, soit pour venir s'y installer et faire sa vie. Ça a été créé en 2017. Qui a eu l'idée? Comment ça s'est mis en place? Alors, il existait déjà ce qu'on appelait Manche Tourisme, qui était le comité départemental du tourisme, avec cette vocation déjà d'assurer la promotion touristique du territoire. Et puis, les élus du département, puisque l'agence est une émanation du département de la Manche, rencontraient de nombreux chefs d'entreprise qui leur disaient j'arrive pas à développer mon entreprise parce que j'arrive pas à recruter. Et j'arrive pas à recruter, notamment puisqu'en fait le territoire de la Manche est assez peu identifié. Et donc de ce constat-là, c'est dit il faut travailler ce qu'on appelle travailler l'image du territoire, puisque au quotidien, en tout cas les gens qui y habitent, eux trouvent ce territoire génial, mais finalement à l'extérieur, la perception est toute différente. C'était pas qu'il y avait une mauvaise image du territoire, c'est qu'il n'y en avait pas vraiment. Quels sont les clichés qui ont à la peau dure? C'est assez. Les études montraient qu'on tombait rapidement sur la vache normande et les pommiers. Un truc qui est assez sidérant, c'est-à-dire que sur les études de perception, le littoral, la mer ressortait très peu ou assez peu par rapport justement à ce côté très rural. Donc c'était particulièrement étonnant. Donc c'était vraiment la création de l'agence, en tout cas, a eu pour vocation et a toujours pour vocation, en tout cas si ce n'est de changer l'image, au moins de la montrer et montrer le territoire tel qu'il est réellement. À ce jour, comment vous attirez les gens? Ça se passe comment? Par quels moyens? Comment vous leur dites viens? Ouais, c'est un peu... déjà, il y a une vraie concurrence entre les territoires. Ouais, c'est aussi pour ça que l'agence a été créée. Clairement, tous les territoires en France disent la même chose, disent chez nous c'est beau, chez nous il y a du boulot, tant mieux. Et donc il faut faire sortir ce qui rend ce territoire à part. Et c'était vraiment l'objectif premier. Alors, on a une marque de fabrique au sein de l'agence, c'est de faire des actions un peu innovantes, des actions de promotion. Mais on ne fait pas de campagne d'affichage dans le métro. On a toujours considéré que ça n'avait pas de sens ou d'intérêt. On le raccroche systématiquement, en tout cas, à des événementiels. Donc, par exemple, on a organisé une tournée dans le nord et l'est de la France où on est allé avec des entreprises chasser les talents à l'extérieur. Et on organise, par exemple, un certain nombre de job dating, de salons de l'emploi durant lesquels on montre la qualité du territoire, la qualité de vie. Et puis surtout, on présente aussi tout notre dispositif d'accompagnement. Parce que c'est aussi ça qui est important, c'est aujourd'hui de pouvoir proposer, en tout cas aux personnes qui ont ce projet de mobilité, de les accompagner, parce que c'est toujours une période extrêmement sensible. On a coutume de dire, nous, qu'on est là pour lever les derniers freins à la mobilité, parce que la mobilité, elle est tout le temps anxiogène. Quitter un lieu pour un autre, même à 150 ou 200 km, ça veut dire qu'on se déracine de ses liens familiaux, de ses liens sociaux. Donc c'est toujours une période particulièrement qui chamboule un peu tout, même si ce changement de vie, il est souhaité. Donc nous, on est là pour en tout cas rassurer sur cette période.
parfois un peu sensibles. Bien sûr. Alors justement, Paul Vincent, qu'est-ce que vous proposez aux nouveaux arrivants? On va donner un exemple très concret. J'arrive de Paris, j'ai décidé de m'installer dans la Manche, j'ai une bien bonne idée. Comment vous allez accompagner ces nouveaux arrivants? Quels sont les dispositifs que vous mettez en place? Alors nous, on a une particularité, c'est qu'on a une cellule hospitalité. Donc on a des personnes qui sont dédiées à ça. Alors j'insiste sur ce point parce qu'en fait d'autres territoires le font, mais c'est des chatbots sur ordinateur qui vous donnent des conseils ou qui répondent à vos questions. Nous, c'est des personnes qui connaissent particulièrement bien le territoire, qui connaissent aussi particulièrement bien les entreprises, parce que du territoire, c'est un élément essentiel. L'agence d'attractivité, aujourd'hui, il y a 430 entreprises adhérentes au sein de l'agence, donc qui souhaitent contribuer et participer à cette démarche d'attractivité. Et ce contact permanent quotidien avec les entreprises permet de connaître aussi les attentes des entreprises et de faire matcher avec les aspirations et les attentes de ces candidats. Donc on essaye en tout cas de répondre aux premières interrogations. Souvent, c'est les premières interrogations. Le logement, peut-être alors, aussi. ouais, alors le logement est de plus en plus prégnant depuis quelques mois, mais on a quand même toujours la question de l'emploi du conjoint ou de la conjointe. Oui. Parce que Stéphanie l'expliquait, on peut, en tout cas, ça peut marcher pour un, et en tout cas, qu'est-ce qui se passe pour l'autre? Donc ça, c'est. Tu as eu le cas d'un mec qui s'est barré au bout d'une semaine. Hein. Oui. Oui, mais on avait pourtant fait on avait super bien fait le job et tout, ils étaient installés et tout, mais bon, il a eu peur, je crois. Et donc, du coup, c'est un des éléments importants, en tout cas. Et là aussi, le réseau des entreprises permet de pouvoir proposer des offres d'emploi. C'est vrai que le télétravail aussi a changé la donne, puisqu'aujourd'hui, on a des modèles qu'on n'avait pas il y a encore 2 ans, où une personne dans le couple trouve un job dans la Manche et l'autre continue son travail en région parisienne, mais le fait depuis la Manche. Donc ça a quand même ouvert des possibilités nouvelles. La question du logement, elle est systématique. C'est vrai qu'on a eu une tension qui a un peu tendance à s'atténuer, mais il y a une vraie tension au sortir des périodes de confinement sur le marché immobilier. Je prenais l'exemple, je disais qu'il y a quelques années encore, on utilisait comme argument en revendant un appartement à Paris, on pouvait s'acheter une villa en bord de mer dans la Manche. Ça a augmenté. Moi, j'ai fait 100 000 balles en 3 ans de plus-value sur ma maison. C'est un peu moins. Cherbourg, je peux vous dire, c'est Saint-Trope. C'est un peu moins vrai aujourd'hui. Donc ça, c'est évidemment la question du logement. Et puis, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que de plus en plus, il y a une place qui est accordée. Alors, il y a la scolarité des enfants pour le cas échéant, forcément, où est-ce qu'ils vont aller à l'école. Et puis, quelque chose qui est de plus en plus prégnant et qui est très révélateur, pour nous, c'est aussi l'importance, justement, de la densité du tissu associatif, de la dynamique sportive, culturelle d'un territoire. On parlait tout à l'heure de foisonnement au milieu rural. Et tout ça, c'est hyper important parce que c'est ça qui va faire la différence, finalement. Je disais tout à l'heure, il y a une compétition entre les territoires, c'est beau à peu près partout, il y a du boulot en France à peu près partout maintenant, tant mieux, une fois encore. Et la différence, elle va se faire là-dessus, elle va se faire sur le ressenti. Et on a beau être très pragmatique dans nos actions et dans notre accompagnement, in fine, ce qui va faire la différence, c'est l'émotion ressentie pour un territoire. C'est quoi la marque de fabrique de la Manche, Paul Vincent? Pourquoi la Manche? C'est un territoire qui est vraiment à part. C'est ça qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a une vraie fierté d'appartenance des habitants. Et tous les territoires ne peuvent pas s'enorgueillir d'avoir cette fierté-là. Et c'est vrai que c'est une vraie force. Et c'est dans cette démarche d'attractivité, c'est un atout considérable par rapport à d'autres territoires. Parce qu'on a des gens qui sont fiers de leurs racines, qui sont attachés à leur territoire. Et puis, et c'est bien, c'est aussi l'enjeu de cette démarche d'attractivité, c'est qu'ils le revendiquent de plus en plus. Et en tout cas, cette fierté d'appartenance, aujourd'hui, elle est essentielle. Et on est, une fois encore, on est dans le registre de l'émotion.
Vous avez fait une étude en 2020, il y a quelques chiffres très forts qui sont ressortis. Il y a ce côté mer qui est sorti beaucoup plus spontanément. On a un petit peu délaissé la vache, les pommiers, la pluie, Charles, les parapluies. 6 000 répondants et notamment vous assistez aussi, un peu comme moi, ce que je disais, j'étais une bonne illustration de ces jeunes qui sont partis à 18 ans à Paris pendant 15 ans et qui reviennent de plus en plus dans leur territoire entre guillemets d'origine, dans leur ville d'origine. Moi, ça a été un besoin mais presque viscéral de revenir à Cherbourg. J'en ai eu... Je ne sais pas ce qu'il frotte, excusez-moi, ça va être ma boucle d'oreille. J'en ai vraiment eu envie. Toi, tu constates qu'il y a de plus en plus de profils comme ça. Il y a vraiment un engouement grandissant pour la Manche, et notamment chez les jeunes, les entrepreneurs, justement. Alors, nous, en tout cas, c'est notre quotidien et c'est ce qu'on s'évertue à faire et à montrer. C'est que le champ des possibles dans la Manche est super vaste. Il y a des opportunités d'emploi qui sont nombreuses, mais pas que. Ce qu'on s'attache à montrer, c'est que dans la Manche, on peut créer, on peut investir, on peut entreprendre, mais on peut créer une entreprise, mais aussi on peut créer un événement. En tout cas, ce qu'on souhaite montrer, c'est qu'on peut s'y épanouir sur ce territoire. On parlait tout à l'heure de quête de sens et qu'est-ce qu'à la Manche en tout cas de plus, c'est sans doute ça. C'est un territoire qui a du sens, mais qui a du sens pour les gens qui y vivent. Et donc, dans cette période où peut-être qu'on recherche des repères, en tout cas, ce territoire-là, il a un côté rassurant. Et ça, c'est particulièrement important. Alors nous, ce qu'on a vu aussi, et là, on parlait de bon sens tout à l'heure, c'est qu'on a interrogé ce qu'on appelle les expatriés manchois, donc qui ont quitté le territoire il y a 10 ou 15 ans, avec une certaine image du territoire. Mais néanmoins, dans l'étude a montré, plus de 95% sont fiers de leur territoire d'origine, une fois encore, et 70% déclarent vouloir revenir y vivre. Donc là, question de bon sens, on a un public hyper captif, il faut le montrer. En tout cas, on n'a pas tellement besoin d'aller sur le registre de la révélation, de découvrir le territoire, ils le connaissent. Par contre, ce qu'on a besoin de faire, c'est de montrer que le territoire a changé. Le territoire a changé. Souvent, ils sont partis il y a 10, 15 ou 20 ans en ayant en tête, souvent avec les parents qui disaient, de toute façon, quitte le territoire, il n'y a pas de boulot ici, on ne peut pas y faire carrière, donc on ne peut pas y faire sa vie. Et aussi, évidemment, sur la population, sur le public des jeunes, 70% des bacheliers manchois quittent le territoire après le bac. Puisque les structures d'enseignement supérieur se trouvent à Caen, à Angers, à Rennes, à Paris. Le problème, c'est pas qu'ils partent, le problème, c'est qu'ils ne reviennent pas. Et donc, c'est ce qu'on s'évertue de plus en plus à faire aussi, c'est dire à ces expatriés manchois, le territoire a changé, revenez. Je suis revenue, moi. Oui, comme toi. Fais un. comme Catherine. Et puis avec le public plus jeune, c'est logique et tant mieux qu'ils aillent faire leurs armes ailleurs. Mais à un moment, comment est-ce qu'on arrive à garder ce lien-là ? Et puis, dans quelques années, vous revenez vous installer, vous revenez mener quelques projets qu'ils soient sur ce territoire-là. Donc là aussi, toujours avec ce lien au territoire, avec cette fierté d'appartenance. Soyons franco-normands. Mesdames et messieurs, qui est manchois ce soir ? Tout le monde ? Qui est fier d'être manchois ? Levez la main. Mesdames et messieurs, après ce soir, vous ne pourrez plus dire que la Manche, c'est uniquement le Mont-Saint-Michel. Je vous remercie infiniment et je remercie énormément tous mes invités. Laurent Moisson, Charles Yvon, Stéphanie Maubé, Paul Vincent Marchand et Catherine Testa. Vous avez envie de dire un petit mot de la fin, certains ? Non ? Tout va bien ? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? C'est le moment d'utiliser ce petit bouton micro. Non ? Pas du tout ? Pas une petite dédicace ? Ah, si, madame, je vous en prie, madame. Petit bouton devant vous, je vous en prie. J'ai toujours rêvé de faire ça. C'est quoi votre prénom ? Hélène. Bonsoir, Hélène. La salle est à vous. Simplement à propos des parapluies, donc le parapluie qui résiste au vent de 156 km/h, moi, je voudrais savoir si vous faites des parapluies imperdables. C'est hyper drôle. Et c'est pas bête de mettre ça une puce pour le retrouver. Alors, c'est une très bonne question, merci. Alors, je vais reposer une question. Combien vous mettrez pour qu'il soit imperdable ? Je mettrais beaucoup dans un parapluie qui ne soit pas perdable, ouais. Bon, je lance les équipes dessus, alors. Mais avec une puce dedans, tu peux le géocaliser. Il y a un marché. Non, plus sérieusement, j'ai travaillé sur le sujet.
Moi, ce qui m'embête sur le parapluie imperdable, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui tracent les objets. Et, moi, je suis pour la liberté des personnes et je veux pas qu'on puisse tracer quelqu'un parce qu'il a le parapluie. Enfin, déjà, les téléphones, je trouve ça un peu fou. Oui, c'est un truc gênant. Ouais. Et ça, je trouve ça pas bien. Donc ça, j'avais un peu abandonné au début ce projet-là. Et après, j'ai rencontré une start-up française qui s'appelle Wistiki, à qui j'ai commencé à travailler. Mais pour l'instant, le projet n'est pas encore sorti parce que je l'ai pas relancé. Parce que c'est comme ça arrive. Qu'est-ce que je fais d'ailleurs, c'est clair, quoi. Je vais y aller là, direct. Et en fait, leur projet, c'est que le téléphone est connecté à la poignée du parapluie. Et quand il se sépare de plus de 100 mètres, bon, en gros, on l'oublie au coiffeur ou au restaurant, hein, ou dans le train, c'est ce qui arrive le plus souvent, ça fait une alerte comme quoi le parapluie est loin. Et on peut retracer la dernière fois où la connexion s'est coupée avec le téléphone. Donc, c'est-à-dire qu'une personne malveillante ne peut pas tracer une personne avec le parapluie. Par contre, l'amour qui est entre le téléphone et le parapluie, ils ont besoin d'être proches pour communiquer. Et que s'ils se séparent trop, on peut le retrouver. Hélène, vous avez lancé une idée de monter 50% si ça se fait. Okay, je ne manquerai pas. On est tous témoins. Une dernière petite question, peut-être une réaction sur l'un des témoignages, un témoignage qui vous a particulièrement ému, touché, perturbé? Non? Dites-moi. Très bien. Ok. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, Paul, tu veux dire un petit mot de fin? On est bien? Impeccable. Merci, c'est un très beau mot. Merci infiniment d'avoir participé à cette conférence. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Ça a été un réel plaisir, en tout cas pour ma part. Merci beaucoup, merci à tous.